depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast de Chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Allô, ça va bien? Are you talking to me? Plus fort que ça va bien? Ouais. Are you talking to me? Are you talking to me? Il n'y a personne Hey, d'autre c'était bon, ça. Pour vrai, là, les pubs de WrestleMania 21, là, il n'y a plus jamais eu de quoi de bon de même après. Je sais pas. Vite de même, je pourrais pas te dire. Je trouvais que les build-up étaient bons, les pubs étaient bonnes, la production était bonne. C'est un des meilleurs Mania, là, attends, hors lutte aussi, là. Mm-hmm. La lutte était bonne, mais hors lutte aussi, là, que c'était... ouais, c'était quelque chose. Je ne rêvais pas les autres par cœur après, là, mais je suis sûr qu'il y en a des aussi semblables à ça quand même après. Là. Je peux pas croire. Là. Ouais, en tout cas, c'est un des très bons WrestleMania que j'ai eu la chance d'expérimenter dans ma vie. Dans le top 10. Ah oui, facile. Mm-hmm. Peut-être pas top 5, mais top 10. On recommencera pas ça à soir. Là. Un autre. Top 5 des WrestleMania. Let's go. D'après moi, il peut faire le top 5. Non, genre peut-être 7-8 peut-être, mais pas top 5. Nomme-moi-en 5 top of your head de même, vite, là. Ben, le WrestleMania 3, WrestleMania 17, WrestleMania 19. WrestleMania 3 est pas meilleur que ça, là. M'excuse. Ouais, parce qu'il n'y a pas autant de gros moves, là, mais ben, arrête. Là. WrestleMania 3, ça j'ai dit avec 7, WrestleMania 19, WrestleMania 30, puis WrestleMania 10 aussi est bon, là. Non. Ouais, là, toi, ton opinion, Royal Hogan numéro 2, fait que je vais prendre ça avec un grain de sel certain, là. 10 puis 3, tu peux enlever ça de ton top 5 tout de suite. Là. Non, mais mon top 5 à moi, c'est pas toi qui le 3, c'est quoi? Parce que le Hogan a fait Sammy André puis le match sur Steamboat Macho Man, il n'y a rien d'autre. C'est une des plus grosses cartes ever avec la plus grosse assistance ever. Arrête, tu me niaises. Là. Ouais, mais ça par rapport avec l'assistance, ça parle du show. Pas parce que c'est un Money in the Bank avec 14 000 spots que c'est pas bon. Là. Non, mais à part. Qu'est-ce qu'il y a à WrestleMania 3 à part les deux matchs que je. Là, tu peux pas tout le temps non plus parce que à l'époque c'était moins bon parce que c'était l'affaire. Non, c'est pas ça que je te dis. Vous demandez à n'importe qui là, qui connaît toutes les WrestleMania, il va dire que WrestleMania 3 était aussi bon, mais c'est ton meilleur que WrestleMania 21. C'est juste à cause des vidéos package. Ça. Vidéo package qu'on dit. Ouais, puis 93 000 personnes ou 6 personnes, ça change rien. Ben oui, ça change quoi pour les recettes, même, mais... Pas sûr Tekio aimerait ça s'il y avait 6 personnes à WrestleMania cette année. Je pourrais le faire au stade, en tout cas, s'il y a 6 personnes. Ah ouais, n'importe quel stade. Bref. Ouais. WrestleMania 40, es-tu dans le top 5? Non. Mais en même temps... C'était bon, mais non. Ah, mais c'est tough aussi avec ce jour. À ça, c'est rendu 2 soirs, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu mets 2 soirs de quelque chose contre un, ça avait des chances que ça soit meilleur qu'une autre affaire que juste un soir aussi. Là. À date, il n'y a aucun 2 soirs qui bat les meilleurs WrestleMania d'un soir, à mon avis, à mon humble avis. Ben, peut-être le 40, c'est le plus proche, je te dirais. Là. Ouais, le plus proche de la deuxième soirée. Là. Ouais. Puis celui à pas de full aussi était très, très bon. Et si bon. Ouais. Bref. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on parle de WrestleMania au podcast 21. Goes Hollywood. Mais la semaine passée, on a parlé de WrestleMania 14. Le début de l'ère Austin qui a battu Shawn Michaels pour le WWF title dans le main event avec Mike Tyson comme enforcer. À travers la table, la semaine passée, c'était jeudi. 20h30, on a fait le review, un review quand même assez ouvert avec il y a eu Azael, Brie de la Russo, Tyler Knox, Shane Pinto, et même eu Nicole qui est venu faire son tour sur le podcast, donner son opinion.
c'était cool, ça. Ouais. Et la semaine prochaine, on est de retour mardi 20h30 live. Puis, un sujet qu'on va parler, c'est évidemment les cotes d'après WrestleMania. Là. Ça va Les être coupures, ouais. les coupures, ça va être un des gros sujets la semaine prochaine. Ouais. Ben, c'est mardi, en fait. Ouais. Puis, évidemment, après la fin du podcast, on va vous nommer 3 des 5 podcasts du mois de mai 2026 au podcast. Les 2 autres, on les a, c'est juste qu'on ne veut pas vous les dire. Non. Lui, il fait sa tête, il ne sait pas ce qu'il veut faire, fait que c'est ça qu'on attend. C'est ça. On voulait faire un podcast sur. Les pingouins en Afrique, en Antarctique, mais. Ouais, mais ça a l'air que ça passe pas. Ouais. Ben, ça passerait peut-être, mais c'est pas sûr qu'on va l'écouter. On devrait l'essayer, juste voir la réaction. Non, on va perdre des subs. On devrait faire juste des podcasts sur Geographic, moi, plutôt. C'était bien plus le fun. Ben, ça serait intéressant. Hein? On pourrait attendre de quoi de nouveau. J'aimerais ça aller photographier un canard, pas un canard, un pingouin au pôle Nord. Moi. Ben, c'est l'univers, puis ça va peut-être arriver. Parfait. On ne fera pas plus de chemin là-dessus. Je pense que c'est assez. Ben, on pourrait. Puis c'est un gros show aujourd'hui, évidemment. On va parler de WrestleMania, on va parler de la carte au complet, on va parler du build-up de WrestleMania. Mais non, j'ai bien hâte d'avoir ton opinion là-dessus. Je sens qu'on ne sera pas d'accord. Tu parles overall, tu parles? Ouais. Il y a peut-être un match qu'on va être d'accord, ça, c'est sûr et certain. Oh ouais, je sais lequel. Là. Le combat de sumo. Bref, fait que c'est ça. Fait qu'on commence. Ouais, on commence le review. C'est vrai qu'on va être d'accord pour ce match-là. C'est mauvais pour les deux. Probablement. Ouais. Fait que t'es prêt à commencer le rétro review de WrestleMania 21? Ben avant, je pense qu'on devrait faire de quoi de spécial. Là. Je pense pas, moi. Quelque chose qu'on ne fait jamais d'habitude. Là. Ah, j'entends la musique. Eh bien oui! C'est le segment dans la vraie vie! Je fais devenir Marco. C'est la culture populaire en autour de l'événement aujourd'hui qui est WrestleMania 21 au mois d'avril, le 3 avril plus précisément en 2005. Donc, es-tu prêt pour me dire, ben ça va un petit peu, la chanson numéro 1 en Amérique du Nord? Est-ce que c'est A, Let Me Love You de Mario? B, We Belong Together de Mariah Carey? De Luigi? Ok, non. Luigi? Mario Luigi. Ah, ok, d'accord. Non, c'est pas ça. Si je vais le mettre, là, ça va te faire plaisir si je le mets, là. Merci. De rien. Je fais juste ça parce que ça te fait plaisir, sinon je l'aurais pas fait. Bref, puis le choix numéro C, c'est le choix numéro C. Le choix, en tout cas, vous avez compris. Candy Shop avec 50 Cent featuring Olivia. Oh. 2005. Ben, moi, je vais y aller avec mon choix personnel. Puis ce que j'écoutais en 2005, ma favorite des trois, on va aller avec 50 Cent puis Candy Shop, parce que Mariah Carey, je m'en fous, je l'aime pas. Puis Mario, rien contre lui, là, mais c'était bon, Mario, quand même. Let me love you. Na, 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 na. Si le A et B ferait un duo, c'est comment qui s'appellerait? Non. Mario Carey. Hey, c'est comme Mariah Carey, c'est bon. Voilà. Bravo. Bref, c'est quoi t'as dit? T'as dit C, Candy Shop. Bonne réponse, c'était bien Candy Shop. Une très bonne chanson. C'est la meilleure de 50 Cent, là, je vais t'avouer que. C'est pas mon top 5 non plus, mais bonne. Mais il y en a des. Il y en a des. 50 Cent. Il y en a des underground qui n'ont pas été populaires, qui n'ont pas joué à la radio, mais qui sont très bonnes aussi. Moi, il n'y a rien qui va battre In The Club. Là. Ouais. C'est sa meilleure, ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. La première c'est la meilleure. Ouais, exactement. Chanson numéro 1 au Québec. Est-ce que c'est A, J'entends ta voix de France d'Amour et Sylvain Cossette? Seul au monde de Corneille au B? Ou C, Naître de Marie-Chantal Toupin? Elle était hot, Marie-Chantal Toupin en 2005. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. Tu sais que mon cousin a déjà couché avec Marie-Chantal Toupin? Comment il s'appelle ton cousin? Dis-moi pas. Tu m'as dit son nom déjà. Comment il s'appelle son cousin? Celui qui était là à SummerSlam 2002. Là, ouais, je sais son nom. C'est sur le bout de la langue son nom. Dis-moi le nom. Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, c'est ça. À cette heure, il ne coucherait pas de grand monde. Je le dis. Ok. Attends, tu le mets encore? Oui. Voilà. C'est quoi ta réponse, mon cher ami?
Sylvain Cossette, il n'y a aucune chance que je le prenne, même si c'est ça, parce que je l'aime pas. Il m'a volé Mandre Waters 20 ans. Bon, ben, je sais quel centre d'effect mettre. Merci. Ouais. Marie-Chantal Toupin, c'est 2005, s'est-tu passé son temps? Je pense que c'était passé un peu. C'est qui le deuxième? C'est Seul au monde de Corneille. Ouais. Je voyais avec Corneille. Je suis seul au monde. I never said I love you. Non, c'est pas ça, ok. Non, je sais, c'est pas ça, je niaise. Il y avait des trois maisons. Et tu dis bien Corneille Seul au monde? Et non, c'était celle que tu l'as pas dit. Le A. On va dire que c'est juste France d'Amour qui l'a fait, ok? Parfait. France d'Amour, je n'ai rien contre. Ouais, moi non plus. Film numéro 1 au box-office. Est-ce que c'est A, Hitch avec Will Smith? Est-ce que c'est B, Monsieur et Madame Smith avec Angela Jolie et Brad Pitt? Ou est-ce que c'est C, Sin City avec Bruce Willis et Jessica Alba, entre autres? Ouf. Ça, c'est dur. Ouais. Ben, c'est dur. C'est quand même 3 gros titres, là, même si t'aimes pas le deuxième. Ouais, ben. Ouais. Le deuxième. Je vais y aller avec Sin City, là. Ah non, je vais y aller avec Monsieur et Madame Smith. Je vais avec Monsieur et Madame Smith. T'aurais pas changé d'idée parce que c'est pas ça la réponse. C'était Sin City. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est pas grave. Jeux vidéo sorti alentour. Est-ce que c'est A, Star Fox Assault sur GameCube? Est-ce que c'est Tom Clancy Splinter Cell Chaos Theory sur PS2? Ou est-ce que c'est Fire Pro Wrestling Return sur PS2 également? Alors, je vais y aller avec, Tom Clancy. Félicitations. Tu as joué à ce jeu-là? Ouais, mais je suis pas patient, moi, dans ces affaires-là. Ben, surtout pas à l'époque. Aujourd'hui, j'ai... Non, je suis pas plus patient, en fait. C'est comme GoldenEye, dans le fond, cette affaire-là. C'est un shooter. Ouais, c'est plus détaillé, plus stratégique. Ouais. Mais c'est un jeu de gun. Hein. Un jeu de gun, un jeu de sniper, un jeu de papa. OK. Dans le monde du sport, au 69e US Masters, le tournoi, Tiger Woods a gagné son 4e Green Jacket, le maillot vert, dans le premier trou des playoffs contre Chris DiMarco. Évidemment, qui était dans les nouvelles récemment, Tiger Woods pour un autre DUI. Ben, c'est pas de sa faute, il y a des arbres qui se mettent sur son chemin quand il conduit. Des arbres, des personnes, des limites de vitesse. Pas de sa faute. Ah oui, correct. Ouais. Sur le Raw Magazine du mois d'avril 2005, on a Hulk Hogan, Hulk Hogan, plus intime, avec la classe de Hall of Fame. Je sais la classe d'Halloween. La classe Hall of Fame 2005. Et sur le SmackDown Magazine, parce qu'il y avait 2 magazines à l'époque, un pour chaque brand, on a JBL et John Cena, le match-up de WrestleMania 21, avec une très belle photo, un très beau magazine cover. Ben, les deux, en fait, sont très cool. Là. Mais voilà, c'est ça. Et avant de finir le segment, on va parler des champions en puissance. La WWE, il y a JBL qui est champion de lobby. Le World Heavyweight, c'est Triple H. Le Intercontinental est Shelton Benjamin. Le US est Orlando Jordan. Le Tag Team de Raw, c'est Eugene et William Regal. Sur le SmackDown, c'est Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Et la championne féminine est Trish Stratus. Et pour compléter cette petite affaire-là, ben, à la TNA, le champion du monde était Jeff Jarrett. Les champions par équipe étaient les Naturals. Les champions X-Division étaient Christopher Daniels. Puis ton segment, là. Oh ouais, ok, ben c'est ça. C'est conclu dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. As-tu une question sur ça? Ouais, à TNA, champion TNA, c'était Jeff Jarrett. Ouais, Double J Jeff Jarrett, ouais. Que tu as dit son nom, mais tu l'as pas prononcé. Puis ça, ben, le monde va être en crise si jamais ils ne savent pas comment ça s'écrit Jeff Jarrett. Parce que tous les autres noms, pas si importants. Mais Jeff Jarrett, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, le retranscrire quand ils l'écoutent. Je m'excuse, c'est vrai que c'est pas. J'ai pas considéré qu'il y avait beaucoup de monde qui ne savait pas comment l'épeler son nom. Fait que je vais le faire pour le podcast. Fait que, mesdames et messieurs, on épelle Jeff Jarrett. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha. J-E-F-F,
J-A-R-R-E-T-T. Je vais prendre la balle au bon pendant qu'on parle de Jeff Jarrett. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu au podcast de Jeff Jarrett cette semaine, il y avait Jacques Rougeau qui était là. Ouais. Jacques Rougeau qui était là, puis il était aussi au podcast Coach and Bro de Vince Rousseau et de Coach dans la même semaine. Fait que c'est ça. Quand même. C'est juste au Québec que le monde a ça. Ben, il y a quand même les contacts, c'est ça l'affaire. Hein? Les combats, ouais, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste Jacques Rougeau quand même. Là. Ah, don't hate the player, hate the game. Ben, hate the player, hate the game aussi. Là. Ça dépend des fois, oui. Mais en général, tu as raison. Comme Booker T avait si bien dit à l'OCW dans les 2000. Exact. WrestleMania Goes Hollywood et le 21e WrestleMania de ce nom, évidemment, eu le 3 avril 2005 en direct du Staples Center, maintenant le Crypto.com Arena, de Los Angeles en Californie, où 20 193 fans étaient là ce soir-là. La cote d'achat était de 1 090 000 foyers, ce qui est insane, là, qui ont regardé l'événement à la division à la carte. C'est complètement fou. Fait que voilà. Puis dans un fun fact de plus, les billets sont vendus en moins d'une minute, ce qui faisait que c'était à l'époque le salaire le plus rapide de l'histoire de la compagnie. Fait que chapeau. Combien il coûtait les billets dans ce temps-là? Ouais, pas juste un bras, pas deux. Je me souviens dans le temps qu'on regardait les billets de WrestleMania et qu'on n'y allait pas, là, puis on se disait hey, c'est cher WrestleMania. Hein? Finalement. Hey, 40$ un billet d'un bleacher, c'est cher en esti. Le pire, c'est que c'est qui se passe ça pour vrai. Là. C'est pas. Il est vraiment le haut du malot de l'aréna. C'était pas 40$, là, mais non. Ben, en 2005, le billet le plus cheap, c'était peut-être 50-60$, peut-être. Là. Pour un WrestleMania, je pense pas. Ben, pour un top de l'aréna, là, je parle vraiment le cycle le plus poche que tu peux avoir. Là. Je pense pas que je peux trouver l'info, mais je peux essayer. Ouais, ok, si tu veux. Et les chansons de Behind Those Eyes, de Three Doors Down et le Big Time de The Soundtrack of Our Lives sont les deux thèmes musicaux de l'événement. Puis à la fin du podcast, pour ceux qui peuvent l'écouter sur l'audio, qui vont pouvoir être capables, ça va être la tune qui va jouer Behind Those Eyes de Three Doors Down. Chanteur qui est mort cette année, malheureusement, décédé. Oui, absolument. Ouais. Ça fait quand même quoi, peut-être 6-7 mois, peut-être? Ouais, c'est J'avais leurs albums, eux autres, Three Doors Down, c'est quelque chose que j'écoutais très, très, très souvent. Avec bien sûr Kryptonite, la chanson que le monde connaît le plus, j'imagine. Oui. Ouais. Fait que, as-tu de quoi avant que je continue ou. Non, tu peux y aller. Ok, parfait. Dans le Dark Match, qui était éventuellement été disponible au public comme extra sur le DVD de WrestleMania 21, ben Booker T a éliminé Chris Masters en dernier pour remporter la bataille royale interpromotionnelle Raw et SmackDown de 30 lutteurs. Et voici rapidement les participants. Paul London, Aiden Reich, Spike Dudley, Nunzio, Funaki, Doug Basham, Danny Basham, Orlando Jordan, Mark Jindrak, Luther Reigns, Scotty Tuati, Hardcore Ali, Charlie Haas, Billy Kidman, Akio, Simon Dean, William Regal, Tajiri, Rob Conway, Sylvain Grenier, Snitsky, Hurricane, Rosie, Viscera, Rhino, Val Venis, Tyson Domko et le meilleur lutteur de tous les temps, Maven. Pas le meilleur podcaster, par exemple. Ben, il fait pas de podcast, Maven. Ben oui, il fait des podcasts, Maven. Il fait pas des podcasts, il fait des vidéos YouTube, pas pareil. Ah, ok, parfait. Ouais. Bref, pour commencer le spectacle, Leon Garcia a chanté America the Beautiful. Puis j'aime ça, t'es bugué en ce moment, fait que t'as la bouche ouverte comme si c'était pour parler, puis ça me fait rire. Bref, on a ensuite une vidéo d'intro où on revoit des séquences, des commerciales de parodie de WrestleMania 21, qu'on a parlé tantôt. Vous voulez faire le play-by-play du vidéo, ben voici les films parodies avec les lutteurs qui étaient dedans. On a Eugene William Regal qui faisait Forrest Gump, Booker T et Eddie Guerrero qui faisait Pulp Fiction, Triple H et Ric Flair qui faisait Braveheart, Undertaker qui faisait Dirty Harry, Kurt Angle, Christy Hemme et Linda McMahon dans When Harry Met Sally, John Cena, JBL et le coach dans A Few Good Men, CC Keebler, Chris Jericho, Chris Benoit, Christian, Fabulous Moolah et Mae Young dans Basic Instinct. Et après ça, pour faire avec un mishmash de personnes, avec à peu près plus qu'une douzaine de monde qui faisait ce commercial-là, on avait Taxi Driver, avec entre autres Big Show et Batista qui étaient dedans. Un film que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, Taxi Driver, que je vais réécouter parce que c'est exceptionnel. La direction artistique de ce film-là qui a été repris maintes et maintes fois par la suite dans plusieurs films. Absolument. Après ça, on a une nouvelle parodie de film à la fin du vidéo. C'est celui-ci met en vedette Stone Cold Steve Austin dans le rôle de Gladiator. Le film avec Russell Crowe à l'époque. Puis
Puis il dit que ça s'appelle Stone Cold Steve Austin et ce soir, I Unleash Hell. Et après ça, les commandants de la soirée qui vont présenter le spectacle soit Jim Ross et Jerry Lawler du côté de Raw, Michael Cole et Taz du côté de SmackDown. La ligne était rouge, avec un tapis rouge, un clin d'œil hollywoodien. Puis après ça, il y avait aussi une affiche, comme on voit à l'extérieur des cinémas là, pour dire qu'est-ce qui joue à l'affiche. Là. Puis pour vrai, en résumé, le décor est vraiment beau. Celui-là, c'est pas un des pires WrestleMania côté look. Non. Moi, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas de ce WrestleMania-là, je te le dis. Là. Mais c'est pas le même look qu'il avait pris une couple d'années, là, justement. 39. Ouais, ils l'ont repris quand ils sont retournés justement à Hollywood. Là. C'était 39 ou 38? Je pense que c'est 38. Je pense que c'est 39 quand Cody n'a pas gagné la belt. C'est-tu le match avec Theory Cena, là? Je crois que oui. Je crois que oui. Ouais, mais je pense que oui. Je suis pas mal sûr que c'est ça, là, mais... C'est pas, Okay. pas le meilleur exemple que tu aurais pu me trouver comme match à la carte. Là. Bon, c'est correct. Ben, c'est parce que je me souviens que ce match-là, il y avait le décor. Fait que... Okay. Okay. On prend pas de temps. Match numéro 1 avec Eddie Guerrero contre Rey Mysterio, pardon, dans un combat en chambre par équipe, un contre l'autre. Et l'arbitre du match est Jimmy Corderas. Lors de No Way Out, le 20 février, Guerrero a fait équipe avec son ami de longue date, mais parfois rival, même Rey Mysterio. Puis il a vaincu les Basham Brothers pour avoir son dernier titre, le WWE Tag Team Championship, pour la 4e fois pour lui et la 3e fois pour Rey. Et beaucoup s'attendaient que les nouveaux champions défendent les belts à WrestleMania le 3 avril, mais après avoir été encouragé par son neveu Chavo, Eddie a défié Mysterio pour un match. Donc ce soir, c'est ça qu'il va avoir à l'affiche. Mysterio contre Guerrero. Eddie applique une prise de tête pour commencer. Rey place un coup d'épaule pour un compte de 2, mais Eddie revient avec une clé de bras. Mysterio tente un sunset flip, mais Eddie le bloque et lui fait le coup de la fronde par le troisième corde, il glisse au sol après pour rejoindre Rey qui esquive. 619 évité et la foule applaudit le début du combat. Il court le long des câbles et Mysterio retourne Eddie sur son dos avec une variation de monkey flip. Guerrero fait un dive par le troisième corde et roule Rey dans le ring et obtient un compte de 2. Sous le salaire de Guerrero et la chaleur latine applique à son partenaire une prise de soumission, la planche de surf. Rey obtient un compte de 2 quand les épaules d'Eddie sont au tapis, mais Guerrero lâche la prise. Il suit ça avec un STF, que Rey se dégage et envoie Eddie en bas du ring avec un bras à la volée. Eddie soulève Rey pour une bombe puissante que Mysterio renverse avec un autre arm drag, Lucha Style. Mysterio envoie Eddie à l'extérieur. Il fait un superbe corkscrew plancha par le troisième corde. De retour dans l'arène, Rey fait un senton assis, mais Guerrero revient avec un coup de coude pour calmer Mysterio. C'est un des 3 amigos, mais après la première, Rey roll-up Guerrero, 1, 2, dégagement d'Eddie. Guerrero il va d'un brise d'eau dévastateur pour un compte de 2, mais maintenant, Eddie est frustré de ne pas avoir réussi à battre Rey. 1 amigo, 2 amigos, 3 amigos, non! Rey renverse la 3e avec un ciseau de tête qui envoie Eddie placé pour le 619. Mais Guerrero esquive la manœuvre et lui fait un brise-rein tour du monde. 1, 2 et non! Guerrero est encore plus frustré. Et enfin, Eddie réussit les 3 amigos sans résistance à son adversaire. Saut de la grenouille du top, mais il n'y a personne dans la piscine quand Rey se torse au dernier moment. Rey tente la magistrale pour un pin, mais Guerrero le bloque et il obtient un compte de 2. Tentative de powerbomb pour Eddie, mais Rey flip sur ses pieds et fait un croc en jambe à Eddie qui va sur la 2 et il va pour le 619 et c'est réussi. Guerrero non, c'est pas fort. Eddie attrape le West Coast Pop de Mysterio avec un super powerbomb stiff. 1, 2, mais toujours non. Guerrero en revient tout simplement pas. Eddie tente un autre brise-rein tour du monde, mais Rey renverse ça avec un Rana pour le 1, le 2 et le 3. Grosse victoire pour Rey Mysterio. Et après la décision, Eddie sent la main de Rey malgré la déception de ne pas avoir été capable d'avoir la victoire. Ouais, puis il était champion par équipe à ce moment-là aussi. Fait que c'est un match amical. Ouais, c'est pour l'instant. Exhibition. Parce que c'est après qu'on a commencé la storyline avec Dominique puis jusqu'à SummerSlam. J'arrive. Ah, ok, excusez. Ouais. Fait que le match, je sais pas. Écoute, c'est un match solide. Puis j'ai donné une grosse note au match, je vais le dire après. Mais j'ai donné une grosse note, puis j'ai trouvé que le match était très solide, très bon, mais qu'il aurait pu faire mieux. Puis que c'est pas leur meilleur match, mais malgré ça, j'ai trouvé que tu peux pas vraiment avoir de meilleur opener ces deux-là pour ouvrir un show. Là. C'est spectaculaire, les deux gars sont aimés, puis ça part crissement bien WrestleMania. Fait que
Je pourrais jamais cracher sur un match Eddie contre Rey Mysterio. D'après mon texte, ça dit un match solide, mais les deux sont capables de faire beaucoup mieux. Tu vois? Nous autres, on a regardé la même chose, pas comme la game du Canadien. Ouais, c'est vrai. Fait que non, puis si vous voulez voir un jeu de boisson, là, prenez un petit shooter à toute fois que Ray a juste son masque. Ça va avoir bien du fun, mais en fait, faites-les pas parce que vous allez être mort après 3 minutes. Fait que... Surtout toi qui ne bois pas beaucoup, là, ça va pas bien aller. Ça dépend c'est quoi que je bois comme shooter. C'est de Ben, l'eau. tu bois une bière et t'es sous. Non, c'est pas vrai ça. J'ai pris 3 hier et j'étais pas sous. Non, pas sous, mais t'as perdu ton portefeuille, par exemple. Ben, ça n'a pas rapport, les deux sont pas reliés. Là. Moi, je pense qu'un petit peu quand même. Non, j'ai pas besoin de mon portefeuille après avoir regardé la game d'hockey revenu chez nous. J'ai perdu dans l'autobus quand je suis venu de chez nous. T'es sûr que tu l'as pas mis pour essayer de prendre de l'argent pour avoir du journal puis une petite vieille que tu l'as pas volée en même temps, hein, que tu essaies de récupérer ton portefeuille? Elle a filé sur son bolide. Tenez combien à ce match-là, le comique? Là? J'ai donné 3 et 3 quarts. Ah, mais c'est pas si pire. J'ai donné 3,5, moi. Ouais. Fait que tu vois, c'est pas si pire. Eddie va faire un heel turn quelques mois après ça, clin d'œil, hein? Et ça va nous mener au fameux match pour avoir la garde à vue de Dominique Mysterio entre les lutteurs à SummerSlam 2005, match que Ray va gagner. Malheureusement, ce soir va être le dernier WrestleMania d'Eddie Guerrero qui va décider le 13 novembre de cette année-là. Puis, je ne sais pas si tu savais, mais avant qu'il fasse un match entre l'année d'après avec Cena puis Shawn Michaels, ben, ça devait être ça, Eddie contre Michaels à WrestleMania. C'est dommage, hein? Ils se sont jamais affrontés, hein? Je pense pas, non. J'ai déjà vu Ray contre Shawn Michaels, j'ai déjà vu ce match-là, mais je pense pas qu'Eddie contre Shawn, j'ai déjà vu ça. J'imagine que c'était pas pour la ceinture, c'était juste un match one-on-one. Oh non, un exhibition, un peu comme celui-là. C'est comme, ouais, wow. C'était cool. Man, ouais. Bon. Bref, dans les coulisses, JBL et son cabinet retrouvent Triple H et Ric Flair. Alors que JBL garantit sa victoire. Triple H dit qu'on va devoir attendre jusqu'à la fin de la soirée pour savoir qui va être le meilleur des deux et qui va être encore champion. J'aimais ça, ces promos-là, des deux champions des Browns qui se challenge un peu puis qui teasaient peut-être, tu sais, mettons, la prochaine fois qu'on va se voir. Parce qu'avant, il y avait des pay-per-view mix puis il y avait des pay-per-view juste Raw et SmackDown. Là, fait que c'est toujours intéressant de voir ça. Pareil comme qu'ils ont fait une couple de semaines à Raw quand Liv Morgan était assis puis Ripley passait avec sa belt puis ils sont regardés. Puis en plus, eux autres, ils ont tellement d'histoires que ça c'est encore plus intéressant. Fait qu'ils vont sûrement s'affronter aux choses que les champions s'affrontent un contre l'autre. Survivor Series. Survivor Series, c'est pas Crown Jewel qui font ça? Ah ouais, peut-être, ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis ce qui est drôle dans ce promo-là, c'est qu'avant qu'il s'en aille, Ric Flair s'en va de l'écran, puis il revient, puis il fait juste un petit wouh à Jordan, puis il s'en va. Asti Ric Flair, là, wow. Ouais. On va Rob Schneider et Adam Sandler dans la première rangée. Puis on entend le Fink, Howard Finkel, puis annonce du match numéro 2. Chris Jericho contre Chris Benoit, contre Edge, contre Christian avec Tyson Tomko, contre Kane, contre Shelton Benjamin dans le Money in the Bank. Bien sûr, le gagnant de la manette qui est accroché en haut du ring. Pour un combat de championnat mondial quand il veut, où il veut, contre qui il veut. Puis TJ, je me trompe-tu si je te dis que c'est le premier de l'histoire? Le premier de l'histoire, puis on en a parlé en long et en large il y a une couple d'années dans le podcast. Fait que, on a fait l'histoire du premier Money in the Bank, je me rappelle. Tabarouette. Allez voir, ça date peut-être de 2 ans et demi, 3 ans peut-être, par exemple, mais on l'a fait. L'idée du Money in the Bank était proposée par Chris Jericho, qui suggérait un match à 6 personnes avec échelle, dont le gagnant rapporterait un combat de championnat pour un match, un combat de championnat quand il veut, le Money in the Bank Special. Le directeur général de Raw, Eric Bischoff, a accepté le match pour WrestleMania 21 plus longtemps après ça. Puis selon Jericho, la première idée était un match de soumission entre Edge, Jericho et Benoit pour le championnat. Puis un autre combat entre les 3 autres pour le titre IC. Fait que j'imagine qu'ils ont mis ça, ils ont combiné les deux. Ça ferait un match. Fait que tant mieux. Ouais. Il y a des échelles dans l'entrée, puis quand Kane fait son entrée, puis apparaît, il porte tout en feu dans un très beau visuel. Puis tous les lutteurs attaquent Kane quand il arrive. Benjamin et Benoit font équipe contre la grosse machine rouge en lui faisant un suplex au sol. Christian fait un springboard plancha sur ses opposants. Benjamin enchaîne avec un dive au total de la 3e corde sans les mains.
Sautant par la troisième corde sans les mains, pardon. Kane monte sur la troisième corde et saute dans le tas lui aussi. Puis Kane est le seul debout. Il installe l'échelle et frappe Edge puis Christian avec. Jericho fait un dropkick sur l'échelle en plein visage de Kane. Et Benoit avec une souplex germaine, faisant tomber l'échelle au passage. Benoit grimpe. Kane tente un chokeslam, mais Benoit le contre-attaque avec un crossface. Edge se relève, mais reçoit lui aussi un crossface de Benoit. Et pour ça, Kane le frappe Benoit avec l'échelle, alors qu'il tient toujours Edge en crossface. Kane coince le bras de Benoit dans l'échelle et l'écrase à plusieurs reprises. Et après ça, il reçoit un spear de Edge, pauvre Kane. Ce Captain Charisma amène une échelle dans le ring. Les deux frères, lui et Edge, poignent Kane en sandwich avec chacun leur ladder. Benjamin entre dans le ring avec une corde à linge sur Edge et Christian de la 3. Shelton tente un coup de pied à Edge, mais celui-ci le bloque et Benjamin revient avec un spin kick, mais c'est Christian qui était derrière Edge qui le reçoit. Tentative de spear de Edge contrée avec Shelton qui fait un flapjack sur l'échelle à côté dans le coin. Benjamin porte un Stinger Splash à Edge sur l'échelle. Il grimpe, mais il n'y arrive pas, alors que Jericho se relève et l'affronte. Pas longtemps après ça, tout le monde, sauf Kane, monte pour la mallette. Il se frappe. Benoit et Christian tombent, puis Jericho aussi. Et Edge et Benjamin sont ceux qui restent. T-bone suplex de Benjamin du haut de l'échelle dans un crise de beau spot. Tout le monde est hors du ring. Ouais, toujours essaie de grimper, mais Captain Charisma l'en empêche. Jericho fait tomber Christian et le chemin est libre pour la mallette, mais Benjamin court et grimpe sur une échelle, descend en diagonale sur l'autre échelle, puis il ramasse Jericho avec une close line, puis ça n'avait aucun sens l'athlétisme de Benjamin. Je l'ai dit à l'époque, mais aujourd'hui encore, il était très athlétique. Là. Ah oui, c'était son match à Shelton Benjamin. Ouais. Puis en plus, ce que j'ai trouvé cool, c'est que quand il monte la reprise là, de ce spot-là, ben, tu vois que Christian qui vend, qui est à terre après avoir reçu une shot, mais il est à côté sur l'échelle qui tient, genre, ça paraît pas parce que tu le vois pas avant qu'il monte la reprise. Fait que ouais. C'est cool. Mais tu sais, on dit ça, là, mais aujourd'hui, des gars comme Penta, Ray Phoenix, Dragon Lee, tous ces gars-là, même McDonough, ceux qu'on a vus dans le ladder match à WrestleMania, mais t'en as d'autres là, que j'oublie qui sont crissement athlétiques, des gars d'NXT, Javon Eben, tous eux autres. Là. Toute cette gang-là sont genre 1000 fois plus spectaculaires que Benjamin était à l'époque, là, mais. Ouais, aussi en même temps. Mais Benjamin était plus gros aussi, par exemple. Ouais, mais c'est quand même le 21 ans, cette affaire-là. Fait que c'est normal que les athlètes, plus ça avance, plus ils sont en forme, plus ils sont en shape. C'est fou. Puis, ça va être quoi après? Pour vrai? Ça va être quoi dans 30 ans, Carlis? Ben, dans 30 ans, ça revient. Ça recommence. Ils vont se battre en char, je pense, dans 30 ans. Ça va être ça, la lutte à ça. Dans l'espace? Non. Ils vont juste faire ça dans une piste de course, puis ils vont juste se battre en char. Là. Comme Crush Hour, le jeu. Je me suis posé une question il n'y a pas longtemps, là, puis on est en plein milieu d'un match, là, mais c'est pas grave. Là. Ah ouais, c'est bon. Ça va-tu exister, la lutte dans 30 ans? Pourquoi ça n'existerait pas? Je sais pas. Non, c'est le genre de sport que, mettons, là, un jour, la WWE, là, ça se vend, puis à un moment donné, ça crash, puis ça ferme. Il y aura d'autres compagnies, là. Ce ne sera pas la fin parce que la WWE n'existe plus quand même. Là. OK. C'est pas un sport qui peut jamais disparaître. C'est là, ça va être là pour tout le temps, tu penses? Ouais, mais c'est parce que c'est un sport, oui, mais c'est plus un spectacle, un divertissement que d'autres choses. Là. Fait que, non, mais question sport, pareil, c'est pas le hockey, c'est pas le baseball. Là. Si ça arrive, on ne sera sûrement pas là pour le voir, je ne pense pas. Là. Fait que, OK, c'est ça d'abord, j'accepte. Parfait. Quand il revient, entre dans le ring, il tente un chokeslam sur Benjamin pour le lancer en bas du ring, mais le pied de Shelton s'accroche sur les cordes, malheureusement pour lui. Et Tom Cole met Kane Cole avec une grosse botte. Il installe l'échelle et aide Christian à monter. Après ça, Kane sort Tom Cole hors du ring avec une line. Christian est en haut. Kane le pousse, il atterrit sur Tom Cole qui est en bas du ring. Kane grimpe et Jericho vient le rejoindre et il finit par tomber vers les cordes avec Y2J qui passe par sa troisième corde pendant que Kane, lui, il reste coincé et retourne dans le ring. Benoit, qui a toujours mal à son bras gauche, revient dans l'arène. Il installe l'échelle près du coin. Il monte et il fait son signe de coupe-gorge. Il saute avec son diving headbutt sur Kane, puis il fait ça en tout c'est comique là, quand on luttait là, de faire le sell de Chris Benoit là, après un headbutt là, avec les jambes puis les. C'est que... Ouais. Benoit grimpe, Kane le rejoint. Benoit le fait tomber de l'échelle après une pluie de coups de tête.
Et après ça, Benoit est seul en haut. Il a de la misère avec seulement un bras pour monter, malheureusement pour lui. Fait que Edge se relève avec une chaise et frappe Benoit dans le bras. Puis évidemment, quand il reçoit la shot dans le bras, Benoit, il vend ça comme s'il se faisait tirer par une balle. Là. Fait que, Edge grimpe tranquillement. Mais réussit à décrocher la manette pareil pour remporter le match et avoir un combat de championnat quand il veut. Exact. Je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à Edge pour sa carrière. Là. C'est vraiment. Belle cette photo-là. Elle est vraiment nice, cette photo-là. Puis je trouve que. Oui, c'est le premier, là, mais ça a tellement propulsé Edge avec son personnage après, avec tout ce qui entoure le Radar Superstar. Là, l'opportuniste, là, c'est fou comment ce match-là a peut-être changé vraiment la direction de carrière de Edge pour l'avenir. Puis ça lui a permis de devenir WWE Champion. Je ne sais pas si sans ça, il serait devenu un jour WWE Champion. Peut-être, là, parce que il était quand même sur la bonne voie là, pour le devenir. Là, mais... Puis le pire, c'est que tu savais qu'il ne voulait pas l'avoir au départ, cette affaire-là. Il ne voulait pas gagner ce match-là. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas traîner une mallette. Puis, je sais pas, il a déjà dit dans des podcasts, beaucoup de podcasts, comme quoi qu'au départ, il n'était pas vendu à l'idée de gagner le match, puis il ne voulait pas. Là. Ouais, peut-être qu'il ne voulait pas gagner son premier title aussi comme de cette façon-là, pas dans un vrai match. Là. Peut-être, ça se peut. Mais après ça, il en a gagné une dizaine à peu près. Là, fait que... Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu peux dire de plus sur ce match-là? Il est vraiment exceptionnel avec plein de spots de malade. Là, fait que, puis Shelton, je pense que c'est lui qui s'est particulièrement démarqué dans ce combat-là, même si tout le monde a eu son mot à dire. Là, fait que, chapeau. Faudrait que je regarde toutes les Money in the Bank à un moment donné. Là. Ça serait long, là, mais c'est le premier, là, mais je suis pas mal sûr que c'est top 3. Si c'est pas le meilleur, c'est top 3. Là. C'est vraiment un esti de solide match. Puis les lutteurs que dans le match, là, pour vrai. Absolument. Aucun sens. Je suis curieux de la note, par exemple, parce que. Vas-y. J'ai donné 4,5. Ok. C'est pas super bon. Je suis pas fâché. J'ai donné 4 écarts. Ok. Tu pensais que j'avais donné 5, genre? Ben, plus proche, genre 4 et 3 quarts, peut-être. Là. Non. 4,5. Ouais. J'ai vu que c'était ranké bien high par ben du monde, ce match-là. Puis je parle pas juste de Meltzer, je parle en général. Là. Ben, il est bon le match, que je comprends pas. Non, mais je sais, mais c'est parce que je vois pas que c'est un 5-star match. Là. Dans son style, il est proche. Là. Ouais, mais en même temps, c'est la fameuse règle du premier. Là. Le premier est tout le temps meilleur pour le bien du monde. Là. Fait que, ouais, mais. C'est pas vrai. Là. Celui-là, il est vraiment bon, le match. Là. Mettons, tu le montres à n'importe qui ne sait pas que c'est le premier. Là, il peut te dire que c'est un excellent match. Ouais. Après le TLC WrestleMania X7, c'est pas mal le deuxième match que tu veux me montrer pour un match d'échelle. Là. Ouais. À quelqu'un qui ne sait pas ça. Exact. Fait que, Edge va avoir la mallette jusqu'à New Year's Revolution l'année suivante, quand il va cacher in contre John Cena, bien sûr. Benoît et Edge vont s'affronter le mois d'après à Backlash, un last man standing que Edge va gagner. Très bon match aussi, ce match-là. Ouais. Jericho et Benjamin vont s'affronter pour le titre IC à Backlash et Sheldon va gagner la ceinture ce soir-là. Il va perdre la ceinture, par contre, contre Carlito à Raw le 20 juin, mettant fin au plus long règne de champion intercontinental de cette décennie et du 21e siècle au grand en général, avec 244 jours. Ce record qui a été battu en 2023, bien sûr, par Gunther. Et pour finir, Christian va en rivalité avec John Cena dans les prochains mois. Quel record qui a été battu par Gunther? Ben, le plus long de jours comme champion continental avec la belt. Ouais, c'est Honky Tonk Man. T'as-tu Honky Tonk Man dans ton truc? Non, j'ai dit 21e siècle. C'est après ça. Là. Ah, ok. J'étais pas sûr. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de Carlito. Mois prochain, il est à Montréal, Carlito. Oui, absolument. Il va être dans le Firehouse. Puis il va tout à Simmania, je pense. Ouais, il est à Simmania contre Bugs Belmore. Cool. Intervention de JR et King, mais ça ne dure pas longtemps parce que Eugene va s'en arriver vers le ring. Il parle de ses souvenirs de WrestleMania en disant que King Kong Bundy a bodyslamé un an à WrestleMania 3. Puis il a dit que les nains gentils et les méchants sont mis un contre l'autre pour attaquer Bundy. Puis il a dit que les nains étaient géniaux. Je pense qu'il a sûrement dû aimer WrestleMania 42 avec Danhausen d'abord. C'est vrai que WrestleMania 3, c'est le top 5 quand c'est ça ton meilleur moment? C'est pas le meilleur moment de WrestleMania. Arrête de faire ta langue sale, là. Tu vas faire ta bullshit. C'est la plus belle soirée de sa vie qui dit. La musique de Mohamed Hassan vient de l'interrompre. Et Hassan dit que le fait qu'il ne soit pas là sur la carte, même s'il n'a pas été battu encore, prouve encore comment le racisme est gros et pour lui et son peuple. Il dit qu'il va lui-même faire son propre WrestleMania Moment. Il frappe Eugene. Il met dans le Camel Clutch quand Real American joue
Et Hulk Hogan fait son entrée en rouge et en jaune. La foule est en délire, of course. Il monte dans le ring et les méchants s'en prennent à lui à deux. Il leur fait un coco bung. Ça, il porte une corde à linge à Hassan puis une big boot. Ça, il lance Mohamed Hassan par la troisième corde. Derry le frappe avec une chaise. Mais Hogan no sell. Il le pointe avec la foule qui fait you. Il finit par projeter Daivari au sol également. Et la foule capote. Puis il décide son chandail. Il prend la pause habituelle et que le public est vraiment en train de capoter. Parce que Hogan must pose. C'est son année de Hall of Fame, je pense, en plus. Hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Puis après ça, on va lancer le champion de la WCW. David Arquette, aussi Linda, Nick et Brooke Hogan, qui s'élèvent dans le premier rangée. Et là, ça fait une dernière... Chose que tu verrais pas aujourd'hui. Ben, ça dépend. Si le documentaire sur Netflix, tu peux peut-être le voir. Là. Non, Brooke Hogan était passé. C'est vrai, à chialer parce qu'il n'était pas dans le testament. Elle est allée à Boba de Sponge pour parler de ça. Là. Meilleure personne à qui parler pour ça. Ben oui, hein? Ouais. Et là, ça fait une dernière pause dans l'entrée et un drapeau américain descend de l'écran géant, on t'a montré tantôt sur YouTube. Mm-hmm. Puis c'est la définition de WrestleMania Moment. Là. Ouais. Puis, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, Hogan, dans la lutte, juste pour la lutte, là, je l'adore. C'est ça. Ça ne changera pas mon avis. Non, aussi. Et Hogan va justement affronter Hassan et Daivari le mois prochain dans un combat par équipe à Backlash avec Shawn Michaels comme partenaire dans une cause gagnante, évidemment. Ça va mener ensuite au heel turn de HBK contre Hogan, ce qui va nous amener à SummerSlam 2005 pour un match Icon contre Légende. Ça, on ne l'avait pas vu venir à l'époque, c'était Club Michaels. Non, absolument pas, non, vraiment pas. Il avait été vu une couple de fois ensemble avant de faire ce turn-là. Ouais. Puis il avait été évidemment. Ouais, ils ne s'aimaient pas beaucoup, là, ces deux-là. Là, fait que, bon. En même temps, il n'y a personne qui aimait vraiment Hogan, puis Hogan n'aimait vraiment personne non plus. Fait que, correct, là, c'est des guerres d'ego. Je pense que quand tu es dans le monde de la lutte, tu le sais à cette heure, là, ça fait partie de la game. Exact. Paquet vidéo sur Orton et Taker. La rivalité a débuté le 7 mars lors de l'épisode de Raw. Orton a défié Taker pour un match à WrestleMania présenté comme un affrontement légende contre tueur de légende. Et 3 jours plus tard, à SmackDown, Taker a accepté le défi d'Orton. Le 14 mars, lors de l'épisode du Highlight Reel de Chris Jericho, Jake the Snake Roberts s'est tenté de conseiller Orton sur son match contre Taker à WrestleMania, mais a reçu un RKO d'Orton. Et le 17 mars, lors de la signature de contrat pour le match qui était prévu, en présence du directeur général de SmackDown, Theodore Long, et celui de Raw, Eric Bischoff, Taker a signé le contrat. Mais avant de qu'Orton le signe, il a déclaré qu'il avait d'avoir du respect pour lui en disant que la légende de l'Undertaker deviendrait un mythe quand sa fiche passerait de 12-0 à 12-1. Après ça, il a giflé Taker d'en face. Puis il a quitté le ring après que Taker a commencé à remplir l'arène de fumée. Et il n'a pas signé le contrat. La semaine suivante à Raw, Orton a fait un RKO à Stacy Keibler, qui était sa copine d'Instagram à l'époque. Il avait ça pour montrer que s'il ferait ça à la fille qu'il aimait, il n'y aurait aucun problème de le faire à l'Undertaker. Au dernier SmackDown avant WrestleMania, le Go Home Show, le père d'Orton, le Cowboy Bob, a supplié Taker d'avoir pitié sur son fils Randy, mais c'était un piège car Taker se fait avoir par un RKO out of nowhere par le jeune Orton. Puis évidemment, après ça, lui et Bob ont fait la pause dans l'entrée, dos à dos. Pour vrai, cette rivalité-là, cette feud-là était vraiment bonne. Là. Puis, je pense que si Orton avait été juste un petit peu plus vieux, là, si Orton avait affronté Taker, mettons, à WrestleMania, mettons la 20e victoire de WrestleMania là, de Taker, là, je pense que Orton aurait dû battre Taker. Savoir qu'Orton serait encore là aujourd'hui et qu'il serait encore aussi relevant. Là. Il y a eu des années un petit peu plus top, là, Orton, à un moment donné. Là. C'était vraiment en dents de scie, mais ça reste quand même qu'il y a une belle carrière. Là. Je pense que dans toutes les personnes qui ont affronté Taker ou qui ont passé proche, je pense qu'Orton, c'était le gars qui aurait dû gagner. Je suis pas d'accord souvent, mais oui. Ouais, voilà. Mais bon. Match numéro 3, donc, on est rendu. Randy Orton contre l'Undertaker avec l'arbitre du match, Earl Hebner. Orton l'esquive au début. Il lui donne une gifle, mais Taker le prend en prise de tête. Dans les cordes, saute mouton et dropkick pour Orton. Taker le met KO d'un seul coup de poing. Après ce coup de coude dans le coin, projection, splash contré en schoolboy d'Orton.
Orton tente le RKO, mais Taker le fait passer par la même corde avec un beau reversal. Et Taker fait sa leg drop signature sur le tablier du ring. Parlant de signature, ben, il enchaîne ça avec le old school sur l'épaule d'Orton. Il place Randy dans le coin, tente un coup de pied, mais rate et passe par-dessus la troisième corde sur le tablier, puis Orton le met au sol avec un autre dropkick. Il le roue de coups en bas du ring, puis le remonte dedans. Et place Orton. Orton passe une corde à linge puissante pour un compte de 2. Orton se baisse après une projection et l'homme d'outre-tombe lui fait un DDT en courant pour un compte de 2. Écrasement de trottoir de Taker pour un autre compte de 2. Snake Eyes dans le coin. Mais Orton parvient à contrer l'attaque de Taker en le frappant aux côtes avec un coup de coude. Sur des chants de Randy Sucks qui retentissent dans l'aréna après des échanges de coups de poing. Orton tente une corde à linge, mais il y a un petit botch puis une collision entre les deux. Taker applique à Orton après ça le Dragon Sleeper. Et Orton baisse les bras à 2 reprises, mais au 3e, il se twist et il revient en position de DDT. Il réussit sur Taker. Très beau spot. Orton charge, reçoit un coup de pied. Et Taker charge à son tour, mais Orton le surprend avec un power slam rapide. 1, 2, mais kick out du Deadman. Orton enchaîne avec des coups de poing dans le coin, préparant ainsi le terrain pour la stride powerbomb de Taker dans le coin, évidemment le spot classique. Yes. J'ai des coups de poing pour l'adversaire, puis il a les bras baissés en position. Je ne sais pas ce qui va arriver. Merci, Paul. Écoute, tu vas à la lutte pour ça. Ouais, ça cause de Triple H. Penses-tu qu'il y a encore du monde qui ne le sait pas, ça? Ben, tu parles du monde qui regarde la lutte ou tu parles des lutteurs qui font des matchs? Non. Mettons là, que les fans, là, quand ils vont dans le coin de même, là, puis que le gars il fait un powerbomb ou que le gars est plus gros, tu penses qu'il ça surprend ça encore? C'est sûr que oui. Hein? Il y a du monde qui sont encore surpris de ça. Ça se peut très bien. Je peux parler au monde de tout le monde, je connais pas tout le monde. Okay. Méchante gang de tata. Arrête donc. Fait que c'est ça. Orton tombe sur ses pieds, mais son RKO est contré par une poussée sur l'arbitre. La sorte de l'Undertaker et Orton s'échappe. Bob Orton entre dans le ring avec son fameux bras gauche plâtré. Yes. Il frappe Taker. Il met Randy dans le ring. L'arbitre reprend ses esprits et compte. 1, 2 et non! Taker dégage encore une fois. Ça, je me souviens, là, à l'époque, là, j'y avais cru à ça. Pour vrai, là, tu sais, même si on pensait que Taker allait gagner, là, ce bout-là, là, avec le plâtre, là, c'est une fin typique que WWE aurait pu nous donner pour gagner. Mais c'est drôle, moi, c'est plus le spot qui s'en vient dans pas long que c'est ça que je pense vraiment que c'était un vrai near fall. Ah, ok, ouais, l'autre. Ouais. J'arrive là, mais on va en parler dans 2 secondes, là, mais c'est ça. OK. Fait que voilà, après ça, Taker se relève, va sur le tablier et Taker lui donne un coup de pied au visage qui l'envoie au tapis. Slam pour l'Undertaker, mais Orton le transforme en RKO. Fait vraiment un gros spot, c'est ça que je parlais, là, 2 secondes. Là. Puis c'est terminé, dit Michael Cole. Mais bien non, Taker se relève à 2 et 3/4. Et Orton, un autre spot cassé de Taker, le monde sont épais. Là. Taker fait le signe, pas Taker, mais Orton fait le signe du coupe-gorge pour un tombstone power driver. là, c'est le contraire. Là, tu sais que c'est fini. Ouais, là, tu fais tabarnak, Randy. Come on. Erreur de débutant. Ouais. Ben, le pire, c'est qu'après 3 ans, c'est pas un débutant, mais pas loin. Ouais. C'est vrai que ça faisait pas tant longtemps que ça qu'il était là. Non, il a commencé en 2002. Même pas 3 ans. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Il tente le tombstone, mais bien sûr, Taker le contre avec son propre tombstone à lui. Il pose les bras d'Orton sur Randy pour la victoire. Taker maintenant rendu avec une fiche de 13-0 à WrestleMania. Ouais, exact. Belle petite position. Il y a le corps bizarre là-dessus, par exemple, sur YouTube, ceux qui voient l'image. Là. Ben, il est plié un peu. Ouais, c'est compressé, là, mais ouais. Ouais, exact. Ouais, je peux. À part le ref bump, il y a eu le ref bump qui était so-so, là, c'était pas le plus beau ref bump du monde. Chris, puis j'ai sacré. Ce match-là, quand j'ai relu mes notes, on était proche de refaire le podcast ce soir. Je l'ai réécouté, ce match-là. C'est le seul match que j'ai réécouté 2 fois. Parce que je me suis dit, ah ouais, il me semble que c'est. Pour l'améliorer ta note ou pour la baisser? Juste pour être sûr de ce que j'avais marqué, parce que j'étais comme, ah ouais, il me semble que. Puis non. Okay. C'est. À part les matchs contre Shawn Michaels, c'est un de ses meilleurs matchs à Taker à WrestleMania.
Mm-hmm. C'est un des meilleurs matchs à Orton à WrestleMania aussi. Quoique celui contre Seth Rollins était vraiment solide à 31. Là. Mais honnêtement, là, c'était. Tu sais, c'est. Je dis toujours, un peu comme qu'on avait dit avec Edge, puis. Pas avec Edge, avec CM Punk, je veux dire, puis Roman Reigns cette année. Quand tu n'es pas capable de prédire qui va gagner jusqu'à temps que ça soit le finish quasiment, là, c'est que les deux gars ont fait une bonne job pour te faire croire au match. Fait que j'ai donné à ce match-là 4,25. OK. Je reviens là-dessus dans pas long, mais super solide comme combat pour vrai. Là, puis, je sais, je pense que j'ai dit souvent au podcast, là, mais Randy Orton, avant les voix, là, il était à la bonne place. Mais après ça, c'est mon opinion à moi, mais je pense que l'affaire de Viper, c'est cool, mais c'est pas. In-ring, après ça, il était rendu pas mal plate. Mais bon. T'as le droit. Sinon, apparemment, c'est drôle, tantôt tu me parlais comme quoi c'est lui qui aurait dû battre Taker, parce qu'apparemment, ils ont offert de battre Taker, mais il lui a refusé. Il se trouvait pas prêt pour. Mais ça, je l'entends quasiment à tous les gars qui ont affronté Taker Mania. Là. On dirait que Vince, à chaque année, voulait le faire battre, puis tout le monde refusait. Ben, éventuellement, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Les seuls puis que Brock je a fait. Ouais, mais les seuls que je sais pour vrai qui avaient le chose là, c'est Edge et Orton. Le reste, je ne sais pas. Là. Triple H, il a dit aussi que jamais il aurait battu la streak de Taker. En fait, il a dit personne n'aurait dû la battre. Ouais, ok. C'est mieux phrasé comme ça que de dire je n'aurais jamais fait ça parce qu'il fait des affaires pires que ça aujourd'hui. Que... Non, Triple H jamais aurait fait ce genre d'affaires. C'est un ange. Ouais, c'est vrai, un ange cornu peut-être. Boy, t'as donné quoi à ce match-là, toi? 4,25. Ici, bon, je trouve ça un peu haut, mais bon. Je donnais 3 et 3 quarts. Moi, je te dis, c'est très solide. Ouais. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était très très bon, évidemment, là, mais j'ai pas trouvé que c'était 4 stars. Là. Mais bon. Pour match de Taker, Taker n'a pas énormément des matchs comme ça. Ben, il y en a, là, mais il y en a 5, souvent, c'est des lutteurs genre Shawn Michaels. Ben, Ouais. En fait, c'est souvent contre Shawn Michaels. C'est gros match. Exact. Fait que c'est ça. La rivalité va durer encore plusieurs mois et va se terminer à Armageddon quand Taker va vaincre la Legend Killer dans un LNSL. Ouais. Vidéo package sur le prochain combat entre Christy Amy, la championne féminine, accompagnée de Trish Stratus. Pour faire une histoire courte, Stratus, j'ai juste l'attention que Christy a eu avec Playboy, puis le fait qu'il parle plus de elle qu'il parle plus de Christy que de elle qui est championne féminine qui est en ce moment. Puis Christy challenge Trish, qui trouve ça bien comique puis qui accepte. Après qu'elle a dit oui, ben Amy a dit qu'elle s'est fait entraîner par l'ennemi juré de Trish, Lita, qui était blessée à ce moment-là. Puis j'imagine que si Lita aurait été correct, ça aurait sûrement été ça le match à Mania, là, Trish contre Lita. Là, Ouais, surtout qu'ils se sont jamais affrontés, je pense, à Mania, si je ne me trompe pas, dans un one-on-one. One-on-one, non. Je pense qu'il y a un triple threat à WrestleMania 19, là. Non, 18, avec Jazz dedans. Là. Ouais. Jazz avait gagné le match aussi. Oui. Fait que voilà. Et match numéro 4, donc, on est rendu. Trish Stratus contre Christy Amy avec Lita dans son coin. Pour le championnat féminin de la WWE. Et l'arbitre du match est Jack Down. Je te le mets. Il est là. Non. Correct. OK. Il était-tu là, le match? Ah, c'était ça? Ouais, c'est ça. Ah, OK. Je n'étais pas sûr que c'était celle-là. Ah, ben. Ouais. Avec Carmen Sandiego en haut. Où se cache Carmen Stratus. Trish moque de Christy pour commencer. Elle envoie Christy en bas d'un coup de pied, puis la renvoie dans le ring. Elle la lance dans le coin et lui donne quelques chops. Et après ça, Trish imite Christy en gambadant. Trish tente un coup de pied. Christy le bloque et il est sur le tablier du ring pour une distraction. Et Christy kick Stratus dans l'entrejambe. Ça, elle tente de le tomber, mais ça s'arrête au compte de 2. Trish revient avec des coups et provoque Lita. Elle charge Amy, qui est dans le coin, mais Christy fait une split à la troisième corde et transforme ça en set flip pour un compte de 2, un beau spot. Trish la met ensuite au tapis avec un spear. Et en bas du ring, Trish kick Christy et remonte, mais redescend pour pousser Lita dans la barricade et rentrer Amy dans le ring. Une fois dans le ring, Lita la distrait et Christy réussit un roll-up pour le 1, le 2 et non compte de 2 seulement. Elle met l'avantage et après ça, elle fait un twist of fate pour un autre compte de 2. Christy enchaîne avec des coups de poing. Roll-up de Trish pour 1, ramassé par Amy. 1, 2 et non, même si c'était 3, là, quand tu vois dans le match, le ref est très très long avant que ça arrête le compte. Là.
Ah, il a même la bouche ouverte, Jack Doan, quand il regarde le compte, c'est ça. Ouais, peut-être qu'il c'est sûrement qu'il crie pour que l'autre l'entende en haut. Là. Ouais. Christy Amy. Hey, c'est pas fini! Non, mais c'est quand même son premier match, premier gros match dans la lutte. Là. Ouais, c'est vrai. À WrestleMania, no less. Fait qu'après ça, Trish qui apparaît exaspéré. Il fait son chick kick et c'est suffisant pour garder la ceinture féminine et remporter le match. Un match de 4 minutes 41, puis c'est rare que je suis d'accord, mais ils ont bien fait de garder ce cours dans ce cas ici. Ouais. Puis les deux et Chrissy, évidemment, partent déçus après la décision pendant que Trish est bien contente dans le ring, puis elle fait son petit bow là, en se baissant. Là. Chrissy a fait son mieux qu'elle pouvait, même si c'était pas un peu trop green. Puis Trish, même si c'est très bonne, je pense pas que c'était la fille pour avoir un gros match d'elle. C'est pas, elle fait pas c'est pas un miracle worker, Trish Stratus non plus à l'époque. Fait que, bon. Non, mais quand elle est revenue dans les dernières années avec Woman Evolution et toutes ces affaires-là, je trouvais beaucoup mieux. Je trouve qu'elle est bonne la star pour diriger mettons une star plus jeune, pour calmer le tempo. Mais ce Trish-là, à cette époque-là, contre Chris Amy, ça aurait fait de quoi de meilleur. Là. Marc, ça n'aurait pas été 3 étoiles, là, mais ça aurait été un peu meilleur. Ah non? Ah, merde. Fuck, j'aurais mis 3 étoiles, moi. Mais non, c'est pas vrai. Je changeais là peut-être avant qu'on le dise. Ouais. T'as donné combien, toi? Je donnais 1,25. À ce point-là? Ça se dit plus pas, toi? Non, j'ai donné 2. Trouvé que... Tabarnak. T'es généreux à soir, mon petit gars? Ouais, j'ai donné 2. Pour vrai, Okay. rien d'exceptionnel, mais rien de botché trop non plus. Fait, pour vrai, pour 4 minutes, avec quelqu'un qui c'est son premier match de WrestleMania... Tu sais, Christy Amy, elle a quand même suivi là, dans ce match-là. Là. Non, je sais pas que c'est dégueulasse. Là. C'est pas un écart pas de match pas bon. Là. C'est un match un écart avec pas grand-chose dedans. Là. Une affaire que j'ai mis que m'a augmenté ma note, je pense, parce que dans mon. Je viens de le voir dans mon texte. Là, à un moment donné, au début, la foule s'en crissait là, du match, ouais. là, vraiment, vraiment. Là, avec raison un peu. Mais Trish, elle a quand même travaillé fort pour faire changer ça de côté. Là, fait que, tu vois que, mettons, c'est 4 minutes. Fait que, mettons, le dernier tiers du match, tu vois la foule vraiment plus genre interagir. Puis Lita non plus, c'est pas la meilleure pour aller chercher une foule à l'extérieur du ring. Elle n'a pas fait une grosse job de manager en bas du ring, là, Lita. Là. Mais c'est ça l'affaire. Ça dure juste 4 minutes. C'est dur d'avoir une grosse note quand ça dure 4 minutes. Là. Ben, ça dépend. J'ai déjà donné plus que 3,25 pour un 4 minutes, me semble. Non, mais le seul match que j'ai donné peut-être plus que 3,25 pour un match de moins de 5 minutes, c'est genre Owen Hart contre 1, 2, 3 Kids, genre, mais tu sais, c'est normal. Là. Ouais. Mais c'est parce que je m'attendais vraiment. Tu sais, quand je me souvenais que c'était pas le match de l'année, là, quand je l'ai écouté. Puis quand je l'ai réécouté, j'ai fait comme. Pour vrai, c'est vraiment moins pire que. Je suis sûr qu'à l'époque, je devais genre m'en épicer, je chialer, tu sais. Mais. Non, pour vrai. Bravo les girls. Bravo les girls. Let's go, girls. Let's go, girls. La reine de Trish va durer encore une autre année quand elle va perdre sa ceinture contre Mickie James de WrestleMania 22. Mais en fond, règne de Chevalus qui a duré 448 jours. Quand même excellent. Amy va avoir une rivalité après ça avec Victoria par la suite. Lita va passer son alliance avec Edge 2 mois plus tard. Ouais, je te parle de Mickie James après le podcast. OK. Et là, on est rendu aux Big Guns là, parce que le paquet vidéo sur Triple H, sur Shawn Michaels et Kurt Angle qui s'en vient. Lors du Rumble de cette année-là, Angle a fait de SmackDown, a pris violemment à Shawn après qu'il l'a éliminé. Puis vraiment, vraiment, vraiment hardcore là, avec des coups de step et un ankle lock pendant que Michaels saignait. C'était malade. Ouais. C'était quand même intense pour commencer ça. Là. Ouais. Le lendemain soir à Raw. Le lendemain de Noël. Non. Le lendemain soir, ça n'a pas de sens. Ce que j'ai marqué. Michaels a demandé à Teddy Long d'avoir un match contre Angle, vu que c'est un gars de SmackDown. Puis le 28 février à Raw, après la victoire de Michaels sur Edge dans le Street Fight, Angle a attaqué Michaels et a accepté son défi. Angle a affirmé qu'être meilleur que Michaels et qu'il a déclaré qu'il prouverait en accomplissant tout ce que Shawn Michaels a fait dans sa carrière, mais en moins de temps, plus rapidement. Il a remporté un combat d'échelle contre un jobber à SmackDown, comme Shawn avait gagné à WrestleMania 10. Bon, il n'a pas gagné, il a eu peut-être un combat d'échelle plutôt. Ouais. Qui dit, moi, je l'ai gagné au match d'échelle, mon premier match d'échelle, je n'ai pas perdu comme toi. Fait que voilà. Ensuite, il a défié Marty Jannetty, Party Marty lui-même.
Ancien partenaire de Michaels dans les Rockers, évidemment. Puis un match qu'il a gagné après que JT a abandonné sur le ankle lock. Un match quand même bon. Là. Marty, il est capable de faire des matchs encore à cet âge-là, dans ce temps-là. C'est un gars, il s'est persuadé, l'ancienne gérante de Michaels, Sensational Sherry, de parodier la tune de Michaels Sexy Boy en rebâtissant sa version Sexy Kurt. Très bon, ça. Un classique. Ouais. Et Michaels a interrompu sur le Titantron pour diffuser une vidéo retraçant tous ses moments, ses exploits en carrière à WrestleMania. Puis quand Kurt a vu que Sherry était ému en regardant la vidéo, Michaels a fait un ankle lock à Sherry. C'est tout de Puis après ça, il était dans la rampe puis il célébrait qu'il s'avait gagné la belt. Mais pour vrai, là, Kurt, c'est un des gars les plus drôles au monde. Ah ouais. Mais il peut être genre être le biggest babyface, le gars le plus drôle, puis le gars le plus mean aussi. Genre, il est capable de faire switcher la foule, là, genre, un des rares qui peut faire ça. Là. Il peut flisser à la switch de même. Ouais. Ah. Puis de même. Hey, tu devrais laisser de même, c'était plus beau. Ouais, c'est vrai, je te voyais moi aussi. Et au Gomra, Michaels avait s'est fait attaquer par Mohamed Hassan par Angle quand un match contre Mohamed Hassan. Fait que voilà. Ouais. Match numéro 5. Kurt Angle contre le Heartbreak Kid de Shawn Michaels. Avec l'arbitre du match, Brian Ebner. Le Dream Match et Dream Match à l'époque. Puis quand on a décidé qu'on était pour pouvoir faire WrestleMania 21, j'étais très content de pouvoir le revoir. Mais ça. Let's go! Russ et Lawler commentaient le match. Et Angle fait son baveux en début de combat, mais Michaels le gifle. Ah, merci. C'est très gentil d'avoir enlevé ta face. Encore là. Ah, mais au moins, on voit pas ta face, c'est moins pire. Kurt veut amener Shawn au tapis, mais ça force HBK à s'agripper aux cordes. Headlock de Michaels pour amener Angle à terre. Angle se relève et fait une suplex arrière, mais Michaels garde la prise. Shawn le garde dans la prise de tête pendant 1 minute. Angle essaie de se dégager. Maintenant, debout, Kurt amène Shawn dans le coin. Et pour les premières 5 minutes du combat, mais Michaels domine Angle au tapis. Puis JR King, aux commentaires, dit qu'ils sont surpris que HBK soit si axé sur la lutte technique en début de match quand c'est un gars rapide avec l'agilité qui pourrait faire déboussoler Kurt avec sa rapidité au début. Fait que c'est quand même un excellent point des commentateurs. Puis c'est vrai que c'est une meilleure stratégie. Là. Si mettons, tu penses que Angle va penser que Shawn va essayer d'être rapide, fait que il ne s'attend pas que Michaels fasse des prises de soumission pour essayer de le garder au sol. Fait que c'est pas une stratégie. Bonne analyse. Ouais. Dans le coin, Michaels enchaîne avec des punches. Angle lui pogne les cheveux, le frappe dans le dos et tente un ankle lock. Michaels se dégage puis envoie Angle hors du ring avec une corde à linge. Et puis commence à enlever le top de la table des commentateurs de SmackDown. Il retourne dans le ring pour interrompre le compte, mais Angle le frappe quand il redescend. Et Kurt va faire une suplex verticale à Michaels à travers la table. Mais HBK s'en déprend. Par contre, le médailleur olympique en 85, il a fait un Angle Slam à Shawn, dos premier contre le poteau du ring. C'est un beau spot, même si quand il monte la reprise, soit qu'il peut un peu s'efflairer le coin d'autre chose. Mais bon. L'idée était bonne. Absolument, la lutte, c'est sûr, s'il rentre sa tête dans le poteau pour vrai, ça se peut que le match ne continue pas pendant 20 quelques minutes. Non, le dos. Il est rentré le dos. Ah, le dos, excuse. Ouais. Quand il monte la reprise, c'est vrai qu'il a manqué sa shot. Mais bon, t'as monté pas la reprise dans ce temps-là. Ben oui, mais ils l'ont fait trop tard. Ça, c'est à cause de l'autre, les palettes qui étaient là dans le temps. Là. Kevin Dunn. Et voilà. Il est Dunn, hein? Il est plus là. Ben comique, mais pas de batterie tambour avec ça. De retour dans le ring, Kurt s'attaque au dos de son adversaire. Et Michaels se relève et envoie Angle dans le coin avec des atémies. Et Kurt traverse une projection. Et HBK fait son flip bomb dans le coin. Et va vers Angle qui fait une souplesse ventre-à-ventre qui envoie Shawn plus loin du ring pour un compte de 2. Et après une autre claque de Michaels, Angle le ramasse avec une violente corde à linge. Kurt place Shawn sur la troisième corde et tente une belle souplex, mais Shawn le repousse. Et l'attente du coude de HBK rate la cible. Après, par contre, Angle baisse ses bretelles, mais son ankle qui est contré par un arm drag. Angle charge et Michael ne se passe pas sur la troisième corde jusqu'en bas du ring. Et Michael saute vers Angle au sol avec une croix de corps. Puis Kurt essaie de faire une germaine à Shawn de l'apron jusqu'à la table des commentateurs, mais Michael s'accroche aux cordes. Il s'en sort avec un coup bas pour empêcher Angle de lui faire la prise. Michael envoie Angle sur la table en le repoussant avec ses pieds et Angle est sur la table et Michael exécute un crossbody en tremplin de la deuxième corde. Mais la table n'a pas cassé. C'est un moment vraiment spectaculaire, même si la table n'a pas suivi pour les deux lutteurs.
Ouais. Et au compte de 9, ils les rentrent tous les deux vers le ring, chacun d'un côté différent. Tu sais, le spot qu'ils font tout le temps à Star, là, surtout les W. Là. Ouais. Ils se Ça, retrouvent au l'affaire, centre. c'est que. Oui. À un moment donné, parlez-vous. Oh ouais. C'est ça. Ils se retrouvent au centre du ring. Une échange de coups de poing. C'est Sean qui prend les devants avec son comeback que vous connaissez tous et toutes. Il monte sa troisième corde. Et cette fois, l'elbow drop touche la cible. Il se prépare pour la douce minute de mâchoire. Angle bloque la tentative de super kick avec l'ankle lock. Michaels se dégage en roulant, mais Angle retient sa prise. Après 30 de secondes, Michaels atteint les câbles et quelques rues se font entendre dans la foule parce qu'Angle avait ses fans même si c'était heel. Un autre Angle Slam est contré par un roll-up frontal, mais Angle enchaîne avec l'Ankle Lock encore une fois. Michael tente un pin avec un autre roll-up, mais Kurt se dégage et Kurt bloque un Switch in Music avec l'Angle Slam. 1, 2 et non! Après ça, il enlève ses bretelles pour les rebaisser encore une fois. Il tente un saut de lune avec l'élévation qu'on lui connaît, mais Michael s'en dégage. HBK monte sa deuxième corde et Angle court le rejoindre avec un Angle Slam en course du troisième corde. 1, 2 et non! Tout un near fall. C'était incroyable. Même à l'époque, c'était vraiment malade. Il le soulève par les cheveux. Lui gueule après, mais HBK se dégage, le pousse et il fait son super kick en pleine poire. Ça Michaels rampe jusqu'à Kurt, mais après une couple de secondes après le coup, met son bras sur Angle. 1, 2, non, dégagement vraiment proche. Puis ça, Michael est tellement fatigué et drainé du match qu'il baisse sa garde un moment, une couple de moments, puis Angle, il play possum. Tout d'un coup, comme dans un film d'horreur, Angle ressuscite des morts, puis il fait une nouvelle fois le Ankle Lock, sorti de nulle part. HBK essaie de se dégager avec des coups de pied, pas une, mais 2 fois. Et Angle s'accroche. Il le tire vers le centre du ring. Puis HBK essaie de s'agripper aux cordes. Ce débat et crie de douleur. Il est proche des câbles, sur le point d'abandonner, mais il tient bon. Et après ça, après plus de 2 minutes dans la prise, il finit par abandonner et taper. Et quel combat incroyable! Angle remporte le match par soumission. Puis évidemment, après le combat, standing ovation pour non seulement Kurt, mais pour Sean aussi quand Kurt est parti. Fait que vraiment mérité. Ouais. 27 minutes 26 le combat le plus long de la soirée. Si ça avait été le main event, ça aurait été un des meilleurs main events de tous les temps de WrestleMania, facile. Selon moi, quasiment meilleur qu'Undertaker et Shawn. C'est discutable, là. C'est pas le même genre d'émotion, là, mais quasiment un combat parfait. Puis j'aime ça qu'il ait gagné par soumission parce que Shawn n'a pas vraiment de soumission. Oui, il fait le sharpshooter à l'occasion, mais c'est pas plus pour narguer Brett. Là. C'est pas vraiment sa prise de soumission. Tandis que Kurt, oui, l'angle slam, mais si tu y vas prise pour prise de punition, Michaels est une plus grosse prise de punition, tandis que l'autre, il y a une soumission vraiment, en plus, qui peut péter la jambe du super kick. Là. Fait que on dirait que tout fait du sens là-dedans, puis que Shawn abandonne. Puis je suis content que ce soit Kurt qui a gagné ce match-là. Moi, au début, je pensais que Shawn allait battre Kurt, là, parce que vu que c'était leur premier match, je me suis dit, Shawn va gagner, il va vouloir le. Mais non, c'est Kurt qui a gagné. Fait qu'un match quasi parfait. En fait, pas mal parfait, je te dirais. Puis sans joke, c'est les meilleurs matchs de Mania de l'histoire. C'est facilement top 15, top 20 facile. Là, fait que. Puis si par miracle, elle n'a jamais vu ce match-là, elle le voir tout de suite. Puis n'hésitez pas. Fait que pour vrai, c'est un classique. Là. Fait que ce match-là, c'est la note la plus facile à donner dans le show, c'est 5. Tu peux pas donner autre chose que 5, puis c'est meilleur que WrestleMania 12. Ah, c'est certain. Mais si Brett et Shawn avaient un match de même à WrestleMania 12, genre pas de Iron Man, ça aurait peut-être été comme ça, peut-être. Ouais. Il aurait pu se faire ce genre de match-là. Ah ouais. Mais hey, Angle contre Brett, Prime, là, les deux. Là. Ah ouais, ça c'est sûr. Là. Ouais. C'est ça. Ouais. Les deux vont avoir d'autres excellents combats dans les prochains mois, un contre l'autre. Un à Vengeance en juin, que Shawn va gagner. Et l'autre à octobre, au Raw Homecoming, dans un Iron Man match de 30 minutes. Un match de 30 minutes qui finit par une nulle de 2-2. Puis Shawn avait demandé à Angle de faire de l'entente supplémentaire, mais Kurt, en bon heel, a ri et est parti. Il n'y a pas eu de rubber match après ça, non? Non, c'est la fin de leur affaire. Ça, c'est poche un peu. Ouais.
Après avoir vu le fabuleux Moolah et Mae Young dans l'assistance, la musique de Roddy Piper joue. Et on est prêt pour le segment Piper Spit avec comme invité Stone Cold Steve Austin. Et Piper a réussi à l'accompagner pour son intronisation au Temple de la Renommée la veille, puis a expliqué pourquoi il était temps d'avoir Austin comme invité. Il a traité de rebelle, entre autres. Il dit que c'était de la bullshit, parce que comme quoi Stone Cold serait le plus grand rebelle de tous les temps, puis il a dit que c'était plutôt lui, Roddy Piper. Austin est arrivé en scène avec les acclamations du public, évidemment. Mais lui, dans le Piper Spit, dit Roddy, et claque Austin d'en face. Puis il dit « Merci beaucoup de m'avoir invité, you son of a bitch », puis il crie une claque derrière aussi. Ça, c'était malade pour vrai. Ouais. Là. Je pensais que les plaisanteries sont passées. Là. Puis c'est drôle après parce que Piper, il parle à Austin, puis la foule fait tout le temps « Fait what », puis Piper, je pense pas qu'il y a eu une mémo de la foule qui faisait « what », puis il prend ça vraiment personnel, puis genre « What? De quoi vous avez parlé? Vous êtes sourd, esti? » Bon. En tout cas, c'est correct. Puis, un gars de son temps. Ouais. Rod disait qu'il expliquait qu'il avait Vince McMahon avant qu'Austin est encore aux couches. Il prétend qu'un rebelle comme Austin ne lui arrive pas à la cheville. Puis Austin se dit qu'il dit être un sale bagarre. Il déclare qu'il ne fait confiance à personne et encore moins à Piper. Ça, il passe en revue la tenue de Piper qui, puis à chaque fois qu'il dit un morceau de linge, ben, la foule fait what? Là? Puis il dit qu'il n'a pas peur de lui. Puis Piper dit qu'il y a peut-être un problème de communication entre les deux. Et après ça, on entend un bruit, un son de crachat. Et c'est l'arrêté de Carlito Caribbean Cool. Il déclare qu'aucun d'eux n'est cool, justement. Il dit que personne ne veut les voir. Tout le monde veut voir Carlito. Et Piper lui demande qui il est. Il dit qu'après ça, à Carlito qui ressemble à Alfalfa. Et ça, il dit Carlito dit. C'est qui Alfalfa? Ah ouais, des petits garnements, là. Ok, parfait. Ouais. C'est bon, ça me. Il ressemble pas, là. Mais... Non, pas vraiment. Carlito dit qu'il prend les choses en main et c'est que ça, c'est cool. Il appréciait qu'il aimerait ça que les deux aillent tout simplement en arrière et puis laisser le temps à lui d'avoir son moment. Puis si ça leur pose problème, puis là, il joue avec sa pomme, puis Piper la pogne sa pomme. Ça, c'est malade. Un style bouché, hein? Ouais, ben, il a croqué une couple de fois, puis ça, il recrache au visage après ces bouchées-là. Et puis ça, Carlito perd son cool. Hein? Alors, il frappe le hot rod avec des coups de poing. Puis pendant un petit bout, c'est drôle parce qu'Austin, il va dans le coin puis il rit. Là. Ouais, il laisse faire du temps, mon esti. Ouais. Puis après ça, tu vois que sa face change, puis il va chercher Carlito, puis le pogne par les cheveux. Là. Puis il place dans le coin du ring, puis il fait ses stomps dans le coin, là, évidemment. Après ça, Piper met les doigts dans les yeux à Carlito, puis il l'envoie en bas du ring à passer la troisième corde. Puis Austin va chercher des bières, puis en partage quelques-unes avec Roddy. Puis éventuellement, ben, ils prennent une coupe de bière. Puis comme prévu, ben, Piper reçoit un stunner de Stone Cold. Fait que, un bon segment amusant, c'était agréable, puis c'était divertissant. Ouais, vraiment bon segment. Puis Austin est plus tough, là, mais Piper est vraiment plus chiant qu'Austin pour faire chier le monde. Là. Je pense que aujourd'hui, là, je pense que je trouve que Piper, c'est un des meilleurs heels de l'histoire. Là. Si, mettons, j'analyse, puis plus que je regarde, tu sais, mettons, pour ce segment-là, Piper, là, puis je regarde des trucs de Piper, puis MJF, c'est Roddy Piper. Ouais, mais c'est pas pour rien qu'il dit que c'est son auteur préféré. Là. Ouais, exact. Ouais. Oh boy, on passe de ça. On a l'arrivée d'Akibono, ce qui veut dire qu'on est prêt pour le match numéro 6. Big Show contre Akibono dans un combat de lutteur sumo. Mais le problème, j'ai pas de problème avec ce match-là en tant que tel, segment en tant que tel. La seule affaire, c'est que là, tu viens de coller un segment, puis là, tu arrives avec ça après. Je sais pas. Puis le match qui avait ce segment-là aussi avant. Là. C'est vrai. T'as raison. C'était le Big Show qui avait défié Akibono pour ça, puis accepté. Dans les semaines précédentes du combat, ben, Big Show a renversé une Jeep conduite jusqu'au ring par Luther Reigns, aucune parenté avec Roman. Pourquoi il était capable de déplacer Akibono légèrement plus lourd que lui? Ben, faut le dire, des fois, on sait jamais. Hein? Ouais, Luther Reigns, wow. On dirait que ça me replonge dans des souvenirs, je sais pas, c'était bizarre. Il y avait quand même un push, quand même, Luther Reigns. Ouais, dans une faction, j'avais rien contre Luther Reigns. Ben, il y avait une faction avec Luther Reigns. Ouais, non, mais c'est ça que je te dis. Dans une faction, il était correct. Mais, avec Kurt Angle et Mark Jindrak. C'est vrai. Wow. Ouais, c'est ça. C'est correct. Il se battait pas contre Big Show Taker, justement. Là. Ouais, il y avait une chose contre Taker et Big Show, exactement, ouais.
C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, hey, je me souviens de ça, mais je me souviens pas de la moitié des affaires. Ça va pas bien, le pick and choose. Ouais, ça arrive, c'est la vie. Ils commencent à se bousculer dès le début, puis se séparent, pardon. Ils sont proches de la ligne, ça grippe à la taille, ils se donnent des coups d'épaule et s'arrêtent tous les deux. Et après ça, Shaw fait le signe du chokeslam, celui-là son adversaire, mais Akebono le projette en renversement hors du ring après une minute. Puis après ça, ben évidemment, Shaw lui serre la main, puis ils sont tous bien contents. Disons qu'une attraction pas intéressante, là, à moins que tu sois vraiment un fan hardcore de sumo. Là. Puis, hey, Big Show, ça t'irait bien, toi, une couche. ouais, puis Big Show en sumo, c'est pas le meilleur visuel que tu pourrais avoir là, pour un show de lutte. Là. Ben, j'aime quand même mieux voir Big Show en couche qu'Akebono. Quoique Akebono, il est plus habitué avec ses couches. Là. C'est ça, Akebono, au moins, il a l'air plus naturel, là, même. Là. Je peux pas croire que je dis ça. T'as pas noté ce match-là? Moi, j'ai pas vraiment noté ce match-là. Non, j'ai marqué non évalué. C'est pas de la lutte. Là. C'est de la lutte sumo, mais c'est pas de la lutte. Là. Ça a duré combien de temps? Une minute deux. Ouais, c'est une ça. minute, c'est ça. Whatever. Au moins ça n'a pas été trop long. Ouais. Et après ça, Big Show va être en rivalité avec Carlito et son garde du corps, Matt Morgan. Peut-être que tu n'as pas de ça, hein, que Matt Morgan, c'est le bodyguard de Carlito maintenant. Non, mais Matt Morgan avait tout. Oh, c'est quoi son nom de Matt Morgan déjà? C'est de quoi? Le Blueprint! Ah oui, c'est vrai. Comme Suzy du Lagon Bleu. Hey, Suzy avec Matt Morgan, c'est très bon, ça. Oh, wow, le Blueprint. 16 ans de Cena et JBL, on a le vidéo package. À No Way Out, John Cena a vaincu Kurt Angle pour se qualifier à l'événement principal de SmackDown à WrestleMania. Dans ce show-là, JBL avait conservé son titre de champion de WWE face à Big Show dans un combat de cage d'acier avec barbelé sur le top. Suite à cette victoire, ben, Cena a commencé une rivalité avec JBL et son cabinet. Le 24 février, lors de l'épisode de SmackDown, JBL organisait une fête pour célébrer sa victoire. Pendant même que les festivités commencent, Big Show a fait son apparition, interrompant les célébrations, attaquant JBL et le cabinet. Peu après ça, ben, Cena est intervenu et a brisé le portrait de JBL sur la tête de JBL. Plus tard dans la soirée, Cena et Big Show ont vaincu JBL et Orlando Jordan. La semaine suivante, Layfield a lancé une promo contre Cena, l'insultant, tandis que Cena défendait son titre de champion des États-Unis contre Orlando Jordan. Et Orlando Jordan a remporté le combat et le match et la ceinture après que les frères Basham ont distrait l'arbitre pour que Bradshaw donne un coup de ceinture à John Cena. Puis après ça, JBL a ensuite détruit la ceinture personnalisée de Cena, le Spinner Belt, pour le remplacer par l'original. Plus tard dans la soirée, Cena a apporté un tuyau d'acier dans le ring et a ordonné JBL de venir l'affronter. C'est alors que le general manager de SmackDown, Teddy Long, est arrivé sur le ring et il a informé Cena qu'il devait attendre jusqu'à WrestleMania pour affronter JBL. Puis en réponse, Cena a fait un FU à Teddy Long, ce qui a fait qu'il a été expulsé de l'aréna. Pendant le match de JBL ce soir-là, Cena est revenu et a attaqué le cabinet. Et la semaine suivante, Long a annoncé que si Cena s'en prenait à JBL en dehors d'un match, il perdrait son combat à WrestleMania. Puis dans un combat par équipe à 3 contre 3, Cena et les champions par équipe, Ray et Eddie, ont battu JBL et les Basham Brothers. Mais Cena a dû retenir JBL d'attaquer JBL après la cloche. Le 24 mars, dans ce SmackDown, Long a précisé que si JBL, même chose que comme Cena, que s'il provoquait Cena, ben, il pourrait riposter, Cena pourrait faire une réplique là-dessus. Puis il essaie de provoquer JBL en vandalisant sa limousine, en coupant sa cravate et en versant de l'eau dans son chapeau. Puis en taguant FU sur sa chemise. Et pour finir, au Gorm Show de SmackDown avant Mania, JBL a interrompu le match de Cena contre Carlito. Il a fait arrêter Cena pour avoir vandalisé sa limousine la semaine d'avant. Puis une fois Cena menotté, JBL a donné un coup de bas dans les parties. Puis il a donné le spectacle en se moquant de lui en faisant le You Can See Me devant Cena qui était incapable de répliquer vu qu'il était menotté. Bon build-up. Oh ouais, puis si jamais vous n'avez pas connu Cena avant qu'il soit vraiment un gars controversé, c'est un bon moment pour aller voir le build-up et le match parce qu'il était over as fuck, le monde était à ses pieds, complètement. Absolument. Match numéro 7, John Bradshaw Layfield contre John Cena, le championnat de WWE. Oh, et là, je suis content de le dire. Là. L'arbitre du match, Nick Effin Patrick. Voyons donc, bâtard, qu'est-ce que Nick Patrick fait là-dedans? Hey, fais comme si tu me frappais.
Oh, il est parti en arrière. Ça fait longtemps, je m'ennuyais de faire ça. C'est vrai que ça fait un bout qu'on n'a pas vu de match avec Nick Patrick. Hein? C'est vrai, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas de WCW non plus. C'est vrai, on serait dû là, pour en faire un. On serait dû. JBL arrive en premier et bénéficie d'une escorte policière. Des billets d'argent tombent du plafond, puis on a le visage de JBL dessus. Il arrive avec Orlando Jordan, mais ce dernier repart et reste pas dans le haut du ring. Sinon, arrive en deuxième avec un très gros pop. Là encore pour commencer, JBL malmène Cena à coups de pied, puis lui fait un brise-nuque rotatif pour 2. Il étrangle dans les cordes, puis le projette en slingshot, la tête première contre la deuxième corde. Cena lui donne un coup de pied au visage, court vers lui et encaisse un puissant spinebuster au centre du ring de la part de JBL pour un autre 2. Layfield enchaîne avec une autre neckbreaker, toujours pour 2. Toujours dans le coin, suivi d'une puissante clothesline, mais celle-là venait pas de l'enfer, fait que c'est moins puissant. C'est ça. Une corde à linge courte lui donne un compte de 2 quand Cena atteint les cordes avec son pied. JBL s'assemble sur le dos de Cena. Une souplesse arrière de Cena suivi d'une double corde à linge pour un double down. À l'extérieur du ring, JBL porte son 4e neckbreaker du combat. 1, 2, mais dégagement de Cena rendu dans le ring. Et JBL le place sur la 3, puis enchaîne avec une superplex et encore un nearfall. Les fils montent au top et sautent sur Cena, mais là, John l'attrape et lui fait un power slam, pardon. Comeback de Cena, le même que d'habitude, ça n'a pas changé en 20 ans. Après le Five Knuckles Shuffle, Cena charge JBL dans le coin, mais qui lève le pied. Il tend son clothesline from hell. Cena se baisse et lui fait ce qui est à l'époque encore le FU pour la victoire. Et son premier championnat de 18 va commencer quelque part. Et Cena a commencé ce soir à WrestleMania 21. Ouais, ben, tu t'en as parlé tantôt du build-up. Le build-up était très bon. Ça a bien préparé Cena. Puis le fait que Cena soit tout seul contre un clan complet, ça le met strong aussi. Qu'il perde sa ceinture avant le pay-per-view, ben ça donne un peu un spoiler parce que souvent quand ça arrive, on sait qu'est-ce qui va arriver next. Mais bon, on savait tous que John Cena, c'était le next guy aussi là, qui s'en venait. Là, c'était pas très long. Il n'y avait aucune façon que JBL gagne ce combat-là. Non, exact. Puis JBL, ben moi je trouvais que c'était le gars parfait pour John Cena parce que c'est un très 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 bon heel. Ouais. C'est un bon heel puis il est détesté aussi dans la vraie vie. Là, fait que ça aide aussi. Là, il joue sur la ligne pas mal avec ça. Slow pace un peu le match, mais somme toute, j'ai trouvé quand même assez bon. C'est pas les deux meilleurs in-ring, mais c'était un bon combat de championnat pour. Je trouvais que ça. Je sais pas. Tout était dans tout, ça fitait. Puis c'est historique, là, c'est le premier combat, c'est le premier titre de John Cena ever. Fait que, le premier du record de 17. Ouais. Exact. Donc, chapeau. Un combat bien ordinaire, malheureusement, j'ai trouvé. Là. Puis, c'est pas, évidemment, ça va être la trivia question qui est le premier gars que Cena a battu pour donner champion du monde. Là. Mais je trouvais ça faible plutôt comme match. C'était correct, là, mais c'était pas. Ah ouais, t'as trouvé ça tant que ça? Ben, dis-moi donc ta note, voir, on va comparer après. Dis-moi la tienne avant. Non, toi d'abord. Toi d'abord. Toi, vas-y. J'ai dit avant. J'ai donné à ce match-là 2,5. Ben là, t'es tough, là. C'est pas excitant comme match, là. T'es tough, man. Bon, moi, je trouve pas. T'as donné combien, toi? 3,5, c'est-tu? J'ai donné 3,4. Ouais, je trouve ça un peu trop. Je t'aurais accepté peut-être 3, peut-être, de ta part, mais 3,4. Non, 3,4. C'est un bon match. Là. Pour Cena JBL, c'est un très bon match. Il y a rien d'excitant dans ce combat-là. C'est boring. C'est by the numbers en Christ. Là. Ouais, mais c'est correct. C'est de la lutte aussi. Non, je comprends, mais je sais juste pourquoi moi je dis ça. C'est pas... Et pas hâte de voir qu'est-ce que tu as donné au main event. Si, non, le main event comparé à ça, c'est bien meilleur. Là, je m'excuse. Là. Oui, ça c'est ça. Mais 3,4. Oui. OK. T'as dit que j'ai aimé ce show-là. Ça doit. Les deux vont terminer leur rivalité 2 mois plus tard à Judgment Day dans un I Quit match remporté par Cena. Puis évidemment, ça c'est le fameux match que Cena, il a genre une barre d'acier, puis il y a une lettre pipe des mains, puis il dit si tu dis pas I quit, va te ramasser avec ça. Puis là, l'autre dit I quit. Parce que c'est un décide de pissou, puis il veut pas manger de volée. Puis après le match, puis après que la cloche sonne, ben Cena il fait pareil. Ça, c'est malade. Ouais. Il a fait pareil avec 2000, je pense aussi, plus tard. Bref. 2000. Le règne de Big Match John va se terminer le mois de janvier de l'année d'après. Et bien sûr, contre Edge, New Year's Revolution, après avoir gagné un combat de LNSL. Non, Chamber, après ça.
Ouais, c'est un bon premier règne, c'est le fun. Ils ont fait attention. Ouais. On a un vidéo récapitulatif sur le Hall of Fame de la veille de 2005. Puis on a introduit à la foule du Staples Center avec Major Cullen qui fait le rôle d'animateur pour présenter le monde. Pour ceux qui savent les introduits cette année-là, ben, les voici avec la diva qui les a accompagnés sur le stage, ben, bras à bras. Avec Michel McCool, on a Nikolai Volkov. Avec Candice Michel, on a la Iron Sheik, USA Rap. Avec Jackie Gator, on a Paul Orndorff, Mr. Wonderful. Avec Maria, on a Carol Bob Orton. Avec Joy Giovanni, on a Jimmy Hart. Avec Tori Wilson, on a Roddy Piper. Et avec Hulk Hogan, on a Stacy Keibler. Fait que tu vois comment ils se font percevoir par la diva qui est avec eux autres. Là. C'est vrai. Ah oui. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que tout ce monde-là, qui était présent en 2005, c'est tout du monde qui avait WrestleMania 1. C'est vrai. Toute la gang. Fait que c'est quand même cool. Je pense que c'est pas sûr que c'est un clin d'œil pour ça qu'ils ont fait ça. Là. Tu penses? Ben, je pense bien que oui. C'est pas un hasard que 8 personnes soient nominées soit dans le même à WrestleMania 1. Là. Ouais, j'avoue. Mais il n'y avait pas. Abdullah Butcher n'était pas dans cette introduction-là. Non, pourtant, un main event de WrestleMania 1, ils ont manqué le bateau. Comme c'est. Et voilà. Voilà. Après un paquet de vidéos sur WrestleMania l'année d'après qui va servir à être à Chicago, Illinois. Excellent. Oui. On a un vidéo package du main event entre Batista et Triple H pour le championnat mondial poids lourd. New Year's Revolution du 9 janvier, Triple H a remporté un Chamber d'élimination pour s'emparer du titre vacant, champion du monde poids lourd, en éliminant Orton en dernier, après l'intervention de Batista et Ric Flair, membre d'Evolution. Ça, c'est quand que Triple H il était dans le coin pour sauver Batista, puis s'est remis dans le coin quand il fait semblant d'être sonné. À noter que Triple H avait une chance de sauver Batista d'une défaite après avoir mangé un RKO, mais pour les fait fuck off, c'est assis. Hey, pour vrai. C'est nice, ça, c'est bien pensé. Je suis peut-être vendu à Evolution, là, mais pas mal sûr que c'est un des meilleurs builds de l'histoire, pour vrai. Là. C'était vraiment bon, ce build-là. Il faudra en parler en profondeur maintenant de celui d'Evolution, ce serait le fun. C'est-tu moi ici? Non, c'est bientôt, mais pas de suite. Ah, ok. Merde. Stay tuned. 3 semaines plus tard, au Rumble, Batista a remporté le Rumble match. Il a gagné le droit d'affronter le champion de son choix à WrestleMania 21. Le 7 février, lors de l'épisode de Raw, après que j'ai battu Edge pour conserver le championnat des mondial poids lourd. Après l'intervention de Batista a levé le bras de Triple H, mais il regardait la ceinture qui était au bras de Triple H. Tu sais, il avait fait aussi cette affaire-là au Revolution quand il était backstage. Là. Je sais pas, qui était parti, puis il y avait la belt qui était sur le divan, puis il a juste pris la belt de même, puis on a You know what can you do, Batista? You go to SmackDown, you dominate SmackDown, you become world champion. I'll be on Raw, world champion with Flair. Evolution is gonna dominate the whole WWE. We all celebrate together. Si, ouais, c'était bon ça. Ouais. Puis quand voilà, afin de persuader Batista d'affronter le champion de la WWE. Juste avant que tu continues, tu sais, quand ils font ça dans un build-up, que tu le sais qu'est-ce qui va arriver, là. Tu le sais, là, mais c'est tout. Ils préparent tout ça quand c'est le moment. Fait que t'attends, puis quand c'est le moment, là, c'est comme, et voilà. Tout marche. C'est malade. Ouais. Excusez, pas là, je le dis. Afin de persuader Batista d'affronter le champion de la WWE, JBL, plutôt que lui à Mania. Je vois que j'avais fait un de ses fameux plans machiavéliques. Batista serait ramassé par une limousine ressemblant à celle de JBL. Puis Batista avait refusé l'aide d'Evolution, il voulait affronter JBL seul. Je crois que j'avais insisté pour qu'Evolution l'accompagne, le sauvant ainsi de la limousine. Batista a découvert le complot en écoutant aux portes à la signature de contrat avec Ric Flair et Triple H. Ce que je trouve drôle, c'est quand Triple H il dit ça à Ric Flair ne savait pas, puis il fait le gros face genre c'est écœurant, bravo! Tellement bien pensé. Dis donc qu'est-ce que Triple H dit pendant que Batista écoute aux portes. Ben, il dit que c'est pas le gars le plus smart, là, l'enfant de même. Là. Il dit sometimes Dave is not smart enough to know what's good for him. What's good for him? La fois que t'en parles, je l'avais bien rappelé. Ouais. Yes. Puis évidemment, rendu au segment de statut de contrat, Batista a fait comme s'il signerait le contrat pour SmackDown pour affronter JBL. Il faisait un thumbs up à Triple H puis à Flair. Jusqu'à temps qu'il regarde avec
Un thumbs down! Ça, c'était pour un peu. C'est comme un clin d'œil à ce qu'il avait fait à Randy Orton après SummerSlam 2004. Ouais. Ça, c'est en plus. C'est ça. En plus, ça marche. Là. Ça fit. Puis après ça, il a attaqué Flair, puis il a fait un powerbomb à travers la table. Puis c'est le contrat pour Raw. Puis c'est drôle parce que quand il fait ça, ben, il dit « Je savais ce que je voulais faire depuis un long moment. » Puis là, Flair genre « Ouais, yes sir. » C'est malade. Puis c'était Bishop le GM dans ce temps-là, hein? Ah ouais, absolument. Ok, c'est ça. J'étais plus sûr, mais oui. Ouais. Fait que voilà, et c'est le contrat, puis on a un affrontement ce soir à WrestleMania 21, Batista contre Triple H. Et Hunter rentre sur une performance de Motorhead comme il le faisait souvent. Batista après ça arrive sur un gros pop. Match numéro 8. 8. Batista contre Triple H avec Ric Flair dans son coin. Pour le championnat mondial, poids lourd, la WWE, avec l'arbitre du match, Mike Kiyoda. Yes. Ils se sont regardés dès le début pour un long stare down. Un lock-up est rapporté par Batista qui repousse Hunter. Et Batista l'envoie dans les cordes et le frappe d'un coup d'épaule. Et Batista va de Gorilla Press Slam sur Triple H. Et Batista continue sa domination en martelant MJ de coups dans le coin. Pardon. Batista l'envoie dans les câbles. Il lui fait un surpassement. Et une nouvelle projection de Bell Animal qui met Triple H esquive avec une corde à linge et de game. Il fait son coup de genou à la Harley Race, l'envoyant à l'extérieur du ring. Et Kiyoda empêche Flair d'intervenir, mais Triple H projette Batista contre les marches. Et MJ prend l'avantage avec Flair qui l'aide en étranglant Batista dans le dos de l'arbitre. Hunter le lance contre première contre la barricade de sécurité. Une suplex du champion dans le ring lui vaut un compte de 2. Dans le coin, Batista riposte avec des coups d'avant-bras et court dans les cordes, mais Triple H le remet au tapis avec son spinebuster dévastateur. Il essaie de punir Batista 3 fois de suite, mais sans succès. Et après un neckbreaker pour 2, MJ tente un pedigree, mais Batista renverse ça en back body drop. Projection de Batista Hunter, mais il se bat, Triple H en profite pour lui faire un facebuster pour 2. Quand Batista l'a projeté hors du ring avec son kick-out, après ça, avec la force. Hunter monte sur la 3e corde et tente ce qui semble être une close line, mais c'est Batista qui lui en fait une quand il descend. Écrasement de trottoir pour 2. Pas longtemps après ça, Batista whip MJ dans le coin qui fait sa chute habituelle par la 3e corde. Un pedigree sur les marches est contré par un slingshot contre le poteau du ring, faisant saigner Hunter qui pisse le sang. Yes. Batista le projette plusieurs fois. La tête première contre les marches. De retour dans le ring, l'animal garde l'avantage avec des coups. Il y a une grosse corde à linge qui terrasse Triple H. Un ring power slam de Batista lui vaut 2. Flair est à l'extérieur du ring, il s'en prend à Batista, mais ce dernier le neutralise. Je vois j'essaie de frapper Batista avec une chaise, mais l'arbitre lui enlève. Par contre, Kiyoda, qui avait sauté du tablier du ring, est resté à terre après sa chute. Flair entre dans le ring avec la ceinture et reçoit le spinebuster de Batista pour son trouble, avec un beau petit bum de côté comme d'habitude. Yes. Triple H s'empare de la ceinture et ramasse Batista entre les 2 yeux pendant que l'arbitre était en train d'expulser Ric Flair du ring. 1, 2, et Batista dégage. Très beau near fall. Triple H le charge, mais Batista le surprend avec un spinebuster. Un Batista bomb est contré avec un low blow pendant que Kiyoda ne voit pas parce qu'il est encore en train de récupérer de sa chute de tantôt. Pedigree pour Hunter, mais Batista ne suit pas pour faire la prise. Et tranquillement, avec Triple H qui a l'air horrifié dans son visage, Triple H brise l'emprise du pedigree. Et puis après ça, il fait le Celtic Cross ou le White Noise, un peu comme Sheamus et Finlay. Comme ça? Ouais. Genre. Oh non! Ouais. Avec les bras qui se séparent. Ouais. Et après ça, Batista shake les cordes et fait le pouce vers le bas sur les acclamations du public. Un Batista bomb plus tard. Et on a un 2 et un 3. Un nouveau champion mondial poids lourd de la WWE. The Animal has arrived. Gros pop. Célébration avec feu d'artifice. Flair et Triple H qui pissent le sang encore quitte. Et Batista monte faire la pause sur la 3 et d'autres pétasses. Ensuite, on a un vidéo recap de la soirée sur les thèmes musicaux Behind Those Eyes de Thriller Town. Et c'est comme ça que se termine WrestleMania édition 21. C'est cool parce que c'est comme un changement de garde un peu. T'as Cena et Batista qui gagnent les ceintures, des 2 jeunes qui enlèvent ça à 2 plus vieux, 2 vétérans. Puis pour vrai, là, jamais, j'aurais pu prédire un jour que Batista aurait eu ce succès-là à WWE. Là. Avec son début de carrière, Evolution, c'était cool. Là, c'était
c'était le big guy. Puis même quand il a gagné à Belt après, tu sais, souvent, tu as ton moment. Le match était bon. Ça aussi, j'étais quand même impressionné parce que, mettons, tu me dis, tu as le choix entre Batista, Triple H ou Batista Orton, ou Triple H Orton, je t'aurais dit Triple H Orton, mais Triple H et Orton n'ont jamais vraiment eu de bons matchs ensemble, tandis que Batista et Triple H ont vraiment eu des bons matchs, même après. Là. Ah ouais. Tu sais, des fois, c'est juste le mix peut-être du gros gars, puis Triple H, peut-être qu'il était plus à l'aise de mener le match, puis que Batista, ben, il brassait. Je sais pas. Il doit y avoir quelque chose qui match plus. Puis, tu sais, après Batista, tu as eu des fichus bons, des fichus bonnes rivalités, là, des fichus bons matchs aussi contre Eddie. Tu as eu contre Taker qui était pas mauvais aussi. Même eu contre Edge. Tu en as eu une couple là, que c'était bon. Hein. Mm-hmm. Fait que, wow. Sinon, un très bon combat, puis c'est beaucoup mieux que le main event de SmackDown qu'on a vu, on en a parlé tantôt. Ben oui. Puis je fais souvent des Triple H, je l'aime pas, là, c'est bien documenté sur le podcast, là, on le sait tout. Là. Mais, hein? Quoi? Non, attends une minute, je fais-tu non, il n'y a pas de but pour ça. Mais pour vrai, c'est une des meilleures affaires qu'il a fait dans sa carrière, c'est bien ça, là, la feud avec Batista. Puis de l'avoir mis over de même, là, c'est vraiment un de ses top achievements que je trouve dans sa carrière, que je ne peux pas y enlever. Là. Puis ça va ouvrir la porte à Batista, évidemment, pour devenir une des top stars de la compagnie qui va faire beaucoup d'argent. Puis tu sais, on fait souvent ce joke-là au podcast 1A, 1B, là, mais Cena et Batista, c'était 1A, 1B. Oui, absolument. C'est vrai, ça peut pas être plus accurate que ça. C'est ça. Puis c'est fou qu'on parle de ce match-là aujourd'hui, là, qui était leur premier match, 1 contre 1. On a vu le dernier match live, nous autres, Batista contre Triple H à Mania 35. Fait que ça là, ouais. Tu sais, pour vrai, je me crie ça du match. Là, juste le moment d'être là, pour moi, j'étais vraiment content. Tu sais, quand tu dis faut que je sois là. Ouais. Pour WrestleMania 35, ça a été pénible un peu pour plusieurs raisons. Là. Mais il y a eu des beaux moments à WrestleMania 35 quand on était là. Ça, entre autres, pour moi, Kofi Mania. Une couple d'affaires. Même premier main event de femmes aussi. Ouais. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on check sur WrestleMania 21 qui est là. T'as Triple H avec Ric Flair comme heel contre Batista le babyface. Puis WrestleMania 35, c'est le contraire totalement. C'est Ric Flair puis Triple H en babyface. Puis c'est Batista le heel. C'est vrai. Ouais, c'est fou, c'est pareil. Fou, ouais, c'est malade, ouais. C'est malade. Puis, c'est ça. La note. Moi, j'ai donné 4. OK. C'est là ce match-là, 3 et 3 quarts. J'ai 4 matchs de 4 sur la carte. Ouais, et, 4 et plus, là, avec le 5. Là. La date, c'est fini. Là, mais... non, mais je veux dire, sur quoi, 7-8 matchs? 8? Non, 7. 8, je pense. 8, ouais, c'est ça. Ben, 8 avec Akibono. Là. Ouais, 8 là-dessus, puis t'as Akibono, puis t'as le combat de filles qui a duré de 4 minutes. Là. Que... C'est ça, ouais. Bon. Que... Parfait. Fait que les deux vont avoir un match retour. Non. Les deux vont avoir un match retour à Backlash que Batista va gagner. Et dans leur dernier affrontement de cette partie de la field, parce qu'il y a d'autres affrontements plus tard, comme on l'avait annoncé sur le 35, à Vengeance en juin, ils vont se battre dans un LNSL très, très solide. Et Batista va encore gagner à ce moment-là. Puis évidemment, dans le build-up, on se souvient tout, c'était quoi? Là? C'était The pedigree is the solution, Batista. One pedigree is all it takes. Parce que c'est vrai, parce que dans ce mania-là, il n'avait pas le pedigree, il n'a pas réussi à le faire dans le match. Puis sûrement qu'il savait exactement qu'après, il allait avoir un rematch, puis ça s'en allait là. Ouais. D'après moi, c'était... Parce que pour faire aucun pedigree Mania, mais tu sais, c'est ça, il savait, parce que sinon, il aurait pu faire un pedigree, puis il aurait pu dégager à 1 comme une beast. Aujourd'hui, c'est ça qu'il aurait fait. Dans l'ère moderne, il aurait fait un pedigree, ça serait levé après un compte, puis il aurait quasiment fait un Hogan de lui-même. Là. Probablement, mais bon. Ça, je serais pas surpris. Mais je pense que j'ai un autre podcast à écouter, là, mais un autre Saturday Night Main Event à écouter, mais je pense que je vais écouter le match de Backlash puis Vengeance. Genre, je me suis hypé là, juste en écoutant. Voyons donc. Ouais. Puis après ça, après c'est les deux combats contre Triple H Batista, ça va aller à SmackDown. Dans le draft, ça va arriver, il va être contre JBL justement à SmackDown. Triple H va prendre une pause de 3 mois du ring et va revenir à Raw Homecoming en octobre en babyface pour faire équipe avec Ric Flair contre Carlito et Chris Masters. Puis après avoir gagné, Triple H avait attaqué Ric Flair avec le Sledgehammer, puis il avait cassé la gueule, puis il avait plein de sang dans la face. Là. Puis il a dit il avait payé par la tête, puis c'est malade. C'était à quel pay-per-view que ça avait battu Flair contre Triple H? C'est pas genre Taboo Tuesday, genre, la fin de même? Ouais, ok, c'est ça. Ça, je pensais, mais j'étais pas sûr. Ok, ouais. Fait que c'est ça. Fait que voilà pour le mois
qu'est-ce qui est arrivé avec Triple H après ça. Bref, fait qu'on est rendu au bout du podcast. Tu m'as dit du spectacle. Du podcast. Est-ce qu'on parle en même temps? On parle en même temps, oui. Match of the night, pire match et la note, bien sûr. Les deux sont faciles. Là. On compte pas Kibono contre Big Show dans le pire match, toujours. Là. Okay. Ben, le match of the night, c'est Angle contre Shawn Michaels. Et le pire match, c'est Christy Amy contre Trish Stratus. Sorry, girls. Malheureusement, à cette époque-là, c'était souvent le cas. Mais c'est pas de leur faute nécessairement. Il n'y avait pas de compétition. Que... C'est ça. La note du show, tu y allais en premier ou. Je vais y aller. Okay. J'ai donné à WrestleMania 21 la note de 8.5 sur 10. Eh ouais, moi aussi, 8.5 sur 10. Voilà. Pas de chicane. J'aurais quasiment pu donner 9 parce que j'ai donné plus de grosses notes. Ouais, mais c'est pas tout le temps match pour match non plus qu'on le fait. Non, là, mais 8.5, ouais. 8.5, c'est solide. Là. C'est comme un 9 oui, aujourd'hui, mettons. Là. Ouais. Bref, ce qui conclut WrestleMania 21, qui est maintenant où, ce podcast-là? Dans le rétroviseur! Oh oui! Fait qu'allez voir, dans le même rétroviseur, on a ce podcast-là aussi. Ouais, WrestleMania 14, c'est le podcast de la semaine passée. Shawn Michaels contre Austin avec Mike Tyson comme enforcer. À travers la table, live 20h30 chaque mardi ou selon l'horaire du Canadien en série. Donc, ça va être sur YouTube, Twitch et Facebook Live. Et là, c'est le temps de dire des podcasts qu'on a au mois de mai, le 3 des 5 podcasts. Donc, celui-là. Yes. Saturday Lights Main Event, c'est lequel, celui-là? C'est le 30. C'est le 30e Saturday Night Main Event, c'est ça? Oui, absolument. OK, aujourd'hui dans l'histoire, Justice pour Sid. C'est Justice qui a été Wall of Fame cette année dans la WWE. Fait que, très cool. La biographie du mois de mai. C'est de mai ou avril? Mai. Mai, OK. Voyons, je suis perdu. Hurricane Helm. C'est avril tantôt, puis c'est mai, fait que c'est pas tout seul. Ouais, c'est ça. The Hurricane, il y en a un qui va être content, Kevin. On le salue. Ouais. Et on va avoir aussi Armageddon 2000. C'est même mes mois préférés. Ça, si ça n'a aucun sens. Avec le Six-Way LNSL. Très bon, très bon, très haut. Ouais. Puis deux autres. Puis deux autres qu'on va vous dire les prochaines semaines. Restez à l'affût. Bon, on va sûrement vous le dire la semaine prochaine. Bon, ouais. Ben, demain. Hein. Ouais, la semaine prochaine. C'est ça. Ben, ouais, la semaine prochaine, on vous le dit tout, ça va être de 16 Main Event. Fait que voilà. C'est ça. All right. Fait que c'est ce qui conclut le podcast, Marco. Tu aimais ça? Ouais, j'ai bien aimé ça. Puis je vous le conseille, hein, le show. Vraiment, là. S'il y a un WrestleMania que vous devez écouter, il doit en faire partie absolument. Ouais. Avant WrestleMania 3. Après WrestleMania 3. Écoutez WrestleMania 3 avant, puis celui-là après. Bref, c'est conclu le podcast, Marco. Merci d'avoir été là. Merci, TJ. Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine à la table et pour Saturday Main Event. Justice pour Sid. Mais d'ici là, à la maison, c'est très important, n'oubliez pas. Allez, bah!